l'honneur d'ouvrir cette session et de coordonner cette session intitulée donc Transmettre, éduquer, médier. Et donc pour tout vous dire, ça n'a pas été facile de réfléchir comment l'ouvrir. Donc je vais revenir un petit peu sur les termes en fait de cette introduction avant de céder la parole aux trois intervenants qui sont prévus cet après-midi pour cette première session. Alors j'ai fait ce qu'on fait souvent, c'est je suis revenue sur les termes. Donc le premier terme, transmettre. Alors quand on cherche dans le dictionnaire, divers dictionnaires, on trouve en gros l'idée faire passer une idée, un objet d'une personne à une autre. Transmettre, faire passer une idée. Alors, plusieurs interprétations possibles m'ont semblé possibles par rapport à cette idée de faire passer une idée ou un objet d'une personne à une autre. D'abord, il y a la transmission des idées, des connaissances. Et là, on retrouve vraiment ce qui a été évoqué ce matin, que ce soit par Philippe ou par Laurent, une dimension descendante, unidirectionnelle, d'un individu ou d'un groupe vers un autre individu ou un groupe, avec une approche très vulgarisation des sciences et très ancrée dans le modèle du déficit. C'est-à-dire que on transmet, on fait passer d'un individu vers un autre de manière unidirectionnelle. Mais cette idée de transmission, elle peut partir dans un complètement autre chose, c'est l'idée de la transmission, par exemple, patrimoniale. Et dans l'idée de la transmission patrimoniale, c'est une transmission à ses descendants, à ceux qui suivent, avec une projection dans le futur. Et donc là, même si on va être sur des modalités qui peuvent être proches, les objectifs, les intentions ne sont pas du tout les mêmes. Et donc derrière, on va avoir une idée de conservation, de préservation d'objets pour les générations futures. Au-delà, cette transmission des connaissances, elle peut être associée à d'autres formes de transmission qui ne sont pas forcément transmission de connaissances ou pas forcément d'objets, mais de manière d'être, de penser, de faire de la recherche, d'échanger, de débattre, etc. Mais aussi, et on va le voir dans une des interventions en tout cas, de faire rêver. C'est-à-dire que la transmission, c'est pas uniquement des contenus scientifiques, mais ça peut être aussi plus sur le côté manière de faire. Le sous-titre, donc nous avions éduquer et médier, qui viendrait compléter cette transmission. Éduquer, alors en première intention, il me semble que ça est vraiment former par l'éducation, instruire. C'est là aussi ce que proposent les premiers résultats des dictionnaires que l'on peut trouver. Donc en première intention, ça renvoie à l'école avec une approche assez normée à la fois des connaissances, donc il y a un cadre sur le contenu, mais il y a aussi un cadre sur la forme et sur les dispositifs qui vont être choisis. Mais éduquer, on peut aller au-delà de l'école et on va être dans ce cas-là davantage sur une éducation informelle, l'éducation informelle qui était chère à Daniel Jacobi. Et donc c'est tous les échanges qui concernent les sciences et qui se passent en dehors de l'école, donc qui sont sanctionnés par aucun examen. Donc on est sur autre chose, la lecture d'un magazine, le fait de visiter une exposition, de participer à un atelier d'éducation populaire pendant la fête de la science, etc. Et dans ce sens, éduquer, on va le voir plus comme un côté instruction que l'on peut rapprocher un peu au modèle de l'instruction de Calon qu'a évoqué Philippe ce matin. C'est éduquer pour une meilleure compréhension des enjeux scientifiques, pour une meilleure accessibilité sociale, acceptabilité sociale, etc. On peut réfléchir sur l'intention de cette éducation. Je ne vais pas répondre. Mais éduquer, ça peut être aussi vu comme donner les armes pour penser. Donc là, je renvoie à John Dewey. C'est pour participer à la vie citoyenne, voire pour s'émanciper, prendre une distance par rapport à un certain nombre de débats publics et pour avoir une dimension critique par rapport à ces débats critiques, à ces connaissances scientifiques. Dans ce cas, le public, il est perçu non pas comme passif, etc., mais beaucoup plus dans sa capacité à agir. Et on l'a vu que, un petit peu avec la présentation de Philippe, c'est un peu l'orientation actuelle des recherches SAPS, sciences avec et pour la société. C'est vraiment la prise en compte du public, des publics, dans cette réflexion sur les relations sciences et société. Alors j'en viens au dernier terme, médier. Alors je me suis demandé pourquoi le choix de médier plutôt que le choix de médiation. Mais on était sur des verbes, donc on va rester sur les verbes. Et donc c'est jouer le rôle de médiateur, d'intermédiaire, ce qui va renvoyer à milieu, médiologie, médiation,
Et donc, il y a une idée d'échange entre les individus, mais sans la dimension descendante et unidirectionnelle de la transmission qu'on a pu aborder au tout début. Et donc, ça renvoie, à mon avis, à des cadres théoriques différents. Je vous en cite juste quelques-uns. Ça m'a évoqué la médiologie de Régis Debray, donc les liens entre culture et technique, mais aussi Michel Serres, avec le dieu Hermès et la question de la circulation et des carrefours. Et quand on a circulation et carrefour, on arrive assez vite à Jeanneret avec la trivialité, donc la circulation des êtres culturels qui échappent à leurs producteurs, dont la circulation qui échappe à leurs producteurs et qui s'enrichit en circulant. Donc c'est cette idée de circulation, de voyage qui me paraît intéressant. Donc au-delà d'une transmission d'un groupe ou d'un individu vers un autre groupe ou vers un autre individu, c'est dans ce côté médiation, c'est la dimension circulation, enrichissement et dimension créative des contenus proposés qui m'a semblé intéressante dans le titre. Si je synthétise pour laisser la parole aux trois intervenants, il me semble que les trois termes renvoient finalement à une idée de circulation des connaissances, que ça soit transmettre ou médier, avec des approches différentes de la transmission, de l'échange, avec différentes intentions et dans des contextes plus ou moins formels. Alors, la question qu'on peut vous poser, c'est comment rendre possible cette circulation? De qui, de quoi, vers qui, mais aussi de quelle manière et avec quelles contraintes. Et un des fils conducteurs, à mon avis, dont on pourra discuter après de vos trois interventions, ça va être la question de la narration et du récit, qui apparaît dans vos trois interventions de manière différente. Donc, transmission, éducation, médiation, circulation. Ça se fait toujours à partir d'un récit qui met en scène à la fois les connaissances scientifiques, mais aussi les acteurs de la recherche, les contenus, les médiateurs, les publics, etc., qui peuvent être fantasmés. Hein, on est vraiment sur ce que ça nous dit, les représentations que les producteurs se font du public, des contenus, des relations sans société, etc. Et donc, il me semble que c'est le fil que l'on peut avoir avec tout un travail sur les imaginaires. C'est-à-dire quels imaginaires sont proposés dans les trois situations qui vont être proposées ici. Alors, je vais en rester là. Et donc, on va entendre trois interventions. La première intervention qui est donc proposée par Clémence Perronnet, qui est intitulée « Héroïne et rôle modèle dans la culture scientifique, des alliés pour soutenir les aspirations scientifiques des filles ». Juste deux mots sur Clémence Perronnet, qui est sociologue, chercheuse à l'agence Phare et dont les travaux portent sur la culture et les rapports aux sciences, en explorant notamment la construction sociale du dégoût. Alors, je laisserai Clémence aborder, des pratiques et des engagements vis-à-vis des sciences au prisme des inégalités sociales. Je lui cède la parole et puis je présenterai les autres intervenants après, si vous en êtes d'accord. Merci Clémence. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors en effet, moi, ça va faire une dizaine d'années que je travaille en tant que sociologue sur la question de la construction du goût ou du dégoût, de l'engagement ou du désengagement vis-à-vis des sciences. Et aujourd'hui, je vais me focaliser plus particulièrement sur le cas des mathématiques et sur l'impact d'une variable en particulier qui est celle du genre. Mais avant de me lancer dans cette intervention particulière sur la place des figures que sont les héroïnes ou que sont les modèles de femmes scientifiques pour les ados et de ce que ça peut faire pour elles, pour leur rapport aux sciences, je voulais resituer en un mot le contexte qui est à l'origine de tout le travail que je mène en sociologie et qui est celui que j'espère vous connaissez un peu, de l'existence de grandes inégalités sociales devant les sciences. Alors il y a plein de façons de poser ce cadre. Celle que j'ai choisie, parce qu'elle me semble la plus synthétique et la plus marquante, c'est de prendre le rapport aux sciences par rapport à la participation scolaire aux sciences. Ça nous permet d'avoir en un coup d'œil le phénomène qui est vraiment celui qui est à l'origine de mon travail de sociologue, qui est la disparition progressive de trois types de personnes à mesure qu'on avance dans les études et ensuite, bien sûr, dans les carrières scientifiques. Et ces trois types de personnes qui disparaissent, ce sont les femmes, dont je vais principalement parler aujourd'hui, mais aussi les personnes des classes populaires, et enfin, les personnes qui sont issues des minorités. Donc là, les quelques données que j'ai mis sur cette slide, c'est vraiment pour indiquer cela. Donc si vous prenez le cas des filles, qui est tout à gauche ici, les lycéennes, elles sont majoritaires
au début du lycée général et technologique, il y a 54% de filles. Plus on avance dans les parcours scientifiques, et notamment les parcours mathématiques, moins elles sont présentes. Si bien qu'on a seulement 30% de filles, 40% d'abord chez les élèves qui font encore des maths en terminale, puis 30% de filles dans les classes préparatoires, et enfin moins de 20% de filles dans les grandes écoles scientifiques comme Polytechnique, les ENS, Centrale, les mines, etc. Je vais me focaliser sur la question du genre après dans cette communication, mais je parlerai aussi quand même un petit peu des autres facteurs d'exclusion. Donc il y a du sexisme, mais il y a aussi de l'élitisme et du racisme dans les parcours en sciences, et donc quelques indicateurs pour la classe sociale. Le même phénomène de disparition progressive avec 30% de jeunes d'origine défavorisée au début des études secondaires, moins de 10% à la fin dans les grandes écoles scientifiques. On n'a pas de données sur les questions raciales parce qu'on ne les produit pas en France, mais c'est des situations qui sont très similaires à celles qui existent dans d'autres pays. Et donc là, j'ai choisi de prendre le cas des États-Unis, même disparition. Donc là, c'est le cas des jeunes noirs. 17% des lycéens et des lycéennes, ils sont plus que, donc il n'y a pas d'équivalent des grandes écoles, mais plus que 5% parmi celles et ceux qui font une licence de mathématiques. Ça, c'est le point de départ. Et moi, dans tout mon travail, la question, c'est comment ça se fait ? Comment est-ce qu'on en arrive à cette disparition progressive, là en particulier pour le coup des femmes dans les sciences et dans les mathématiques ? Et depuis le premier travail que j'avais mené dans ma thèse qui portait sur les enfants dans les classes populaires et comment leurs aspirations et leurs goûts scientifiques se construisaient, j'ai vraiment essayé de sortir la question des sciences du milieu scolaire pour aller renouveler l'analyse des rapports aux sciences, aux connaissances et aux pratiques. Et tout cela, je l'ai fait en analysant la culture scientifique, alors qu'il y a un terme que j'utilise, moi, de façon finalement assez restreinte. Ce que j'appelle culture scientifique, et ce sur quoi je vais me focaliser à partir de maintenant, c'est tous les moyens, en particulier extrascolaires, via lesquels les personnes peuvent fréquenter les sciences d'une façon ou d'une autre. Alors ça va inclure des choses comme des sorties dans des musées, des lieux d'exposition, la fréquentation d'objets scientifiques. Ça va inclure tout ce qui est la pratique amateur, des clubs, des associations, des jeux, des jouets. Je crois qu'on en aura un très bon exemple juste après. Ça inclut l'audiovisuel, radio, télé, pensez les scientifiques sur YouTube ou encore C'est pas sorcier. Et puis ça inclut tout ce qui peut se lire, qui a un rapport avec les sciences. Et je mets dedans tous les contenus spécialisés, ce qu'on peut appeler l'éducation aux sciences, la vulgarisation, la médiation, mais je mets aussi tous les contenus qui sont pas spécialisés sciences, mais qui donnent quand même à voir des images des sciences ou des scientifiques. Par exemple, le journal de 20 heures, quand il invite des expertes ou des experts, ou un roman dans lequel vous avez un personnage qui, d'une façon ou d'une autre, est un ou une scientifique. Donc pour moi, l'enjeu, c'était d'aller chercher ce qui passe dans cette culture scientifique et comment ça construit différemment les rapports aux sciences, notamment pendant l'enfance et pendant la jeunesse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une enquête que j'ai menée auprès d'adolescentes, en particulier d'adolescentes de 16 ans qui aiment les mathématiques, puisque je les ai fréquentées pendant qu'elles faisaient un stage de maths pendant leurs vacances, et avec toute cette question qui est, quand on est une fille, qu'on a 16 ans et qu'on aime les maths, à quel point est-ce qu'on peut se projeter vers ensuite des carrières de chercheuses ou de mathématiciennes ? Qu'est-ce qui peut à l'inverse nous entraver ? Qu'est-ce qui explique les aspirations scientifiques ou non de ces jeunes filles ? Et pour vous dire un mot de la méthodologie de cette enquête, c'est une enquête que j'ai menée, c'était sur la période 2020-2022 avec l'aide d'une collègue sociologue qui s'appelle Alice Pavy. Et avec Alice Pavy, on a réalisé donc de l'ethnographie. On a observé 2 semaines de stage de mathématiques, donc 2 semaines à 2 moments de l'année différents où différentes jeunes filles, à chaque fois un groupe d'une vingtaine d'entre elles, faisaient des maths le matin et du sport l'après-midi, et elles étaient encadrées par des chercheuses et des chercheurs en mathématiques de Marseille. Le stage nous a permis de rencontrer en entretien individuel et semi-directif 45 jeunes filles de première, donc elles avaient quasiment toutes 16 ans. À chaque fois, on les a interviewées individuellement pendant 45 minutes à 2 heures. C'est vraiment des entretiens dont je vais vous parler aujourd'hui et c'est ce sur quoi je vais m'appuyer. Mais on a aussi travaillé pour cette enquête avec une analyse documentaire des dossiers scolaires de ces jeunes filles, de leur lettre de motivation pour venir au stage. Et puis on avait un petit questionnaire de fin de parcours. Mais je vais principalement mobiliser mes entretiens aujourd'hui. Et pour vous dire un mot supplémentaire de ces enquêtées, ce sont 45 ados, elles ont 16 ans. Vu que le stage a lieu à Marseille, la plupart d'entre elles viennent de Provence-Côte d'Azur. Elles sont toutes intéressées par les maths. Elles font toutes des maths en première. Elles sont toutes dans le stage. La plupart d'entre elles a quand même un peu envie d'aller faire des sciences d'une façon ou d'une autre.
Et vu le recrutement social des activités extrascolaires en mathématiques, la plupart d'entre elles viennent des classes favorisées. Donc ça veut dire qu'on a une grande représentation des filles d'ingénieurs et des filles de profs de maths dans le stage de maths. À l'inverse, les classes moyennes et les classes populaires sont moins présentes, en particulier les classes populaires. Toute cette enquête que j'ai menée sur les lycéennes en stage de maths, elle a été restituée dans un livre dont vous aviez la couverture au tout début, qui a été coécrit avec une dessinatrice qui s'appelle Claire Marc et aussi avec une mathématicienne qui a proposé des problèmes de maths dans le livre. Donc c'est pour ça que la présentation est aussi illustrée et tous les dessins que vous voyez sont les dessins que Claire Marc a réalisés pour le livre. Alors, pour aller un peu plus dans la question de ces modèles, de ces exemples que les jeunes filles ont. C'était une des questions de départ de cette recherche auprès des lycéennes qui aiment les mathématiques, parce que c'est une enquête que j'ai faite, entre autres, avec un financement de l'association Lecture Jeunesse, qui est une association qui défend et qui soutient la lecture et les pratiques culturelles des ados. Et elles avaient une question très précise qui était « Est-ce qu'il y a des figures, des personnages ou des personnes réelles qui sont des femmes en sciences qui inspirent les jeunes adolescentes ?» Est-ce que ces ados, elles ont des exemples, elles ont des modèles qui les poussent vers les sciences? Et comme c'était une association de lecture, est-ce que certains de ces exemples viennent de leur lecture, viennent de leurs livres? Alors pour savoir ça, avec Alice Pavy, pendant les entretiens, on a posé à nos 45 ados cette question, parmi beaucoup d'autres. Est-ce qu'il y a des personnes, réelles ou fictives, qui t'inspirent ou à qui tu as l'impression de ressembler? Et est-ce que parmi ces personnes, il y en a qui ont un lien avec les maths ou avec les sciences? Alors on a posé cette question à tout le monde pour essayer de comprendre la place que pouvaient avoir les modèles dans leur rapport aux mathématiques et aux sciences. Alors cette question tombait très bien pour Léa. Les prénoms ont été changés et leur visage aussi. Léa, elle, ça tombait très bien. Elle était prête. Elle savait pas que j'allais lui poser cette question, mais elle était prête quand même parce qu'elle avait dans son téléphone une liste de 19 personnages de mangas et d'animés avec lesquels elle partageait des traits de caractère. Donc c'était la liste des personnages qui lui ressemblaient. Pour la plupart, c'était des traits de caractère intellectuels. Alors par exemple, il y avait Karma dans le manga Assassination Classroom. Pourquoi? Parce qu'il est très intelligent et ironique. Il y avait Naito dans My Hero Academia. Il est calme et intelligent. Il y avait Eren dans l'Attaque des Titans. Ah, c'est un personnage qui est assez manipulateur. Il y avait Okaiwa dans Haikyuu. Il a le God complexe. Alors il nous explique ce que c'est. Ça veut dire je suis meilleur que tout le monde. Et il faut être sur une ligne de réussite. Et puis il y avait Gojo dans Jujutsu Kaisen. C'est le plus fort. Il est nonchalant, arrogant, antipathique et cruel. Il y en avait 19 comme ça, et dans cette longue liste de personnages à qui elle jugeait qu'elle ressemblait ou qui l'inspiraient, il n'y avait pas une seule femme. Elle l'a dit d'ailleurs, elle m'a dit, ça m'a frustrée, il n'y a aucune fille. Bah ouais, les filles, je trouve qu'elles sont moins développées que les mecs, dans les mangas et les animés qu'elles lisent, et puis celles qui sont développées, je suis pas du tout comme elles. Alors là, j'ai pris le cas extrême, bien sûr, qu'on a eu dans nos entretiens, mais c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, et pour les autres ados aussi. En fait, tous les exemples d'intelligence, comme vous avez pu le voir, et de compétences mathématiques, c'était presque tous des hommes. Et j'ai pas résisté à l'idée de vous mettre une autre interaction merveilleuse que j'ai eue avec une adolescente. Est-ce que t'as des exemples, des modèles de femmes scientifiques? Bah, un modèle de femme scientifique, je pense à mon père, c'est pas une femme. Ah, j'ai l'impression qu'on en a pas assez des modèles, en fait. Bien évidemment, c'est pas juste une impression. Quand on va un petit peu dans le détail et quand on cherche les modèles que peuvent avoir les jeunes filles, bah on trouve pas grand-chose. L'idée sur laquelle reposait cette recherche, évidemment, c'est que tout ce qui est médiatique, les contenus culturels, les supports qu'on fréquente, bah ils vont influencer nos goûts, nos aspirations. Ça nous donne accès à une multitude de personnages, d'histoires auxquelles on peut s'identifier positivement ou négativement. Et c'est l'idée qui est assez classique que j'ai cité ici Marianne Wright Edelman qui dit You can't be what you can't see, on ne peut pas devenir ce qu'on ne voit pas. C'est cette idée que la représentation et la possibilité de s'identifier à des personnages ou à des personnes qu'on voit, c'est nécessaire. Alors ça peut venir de plein d'endroits différents, ça peut être des personnes réelles, les modèles peuvent venir de notre famille, des professionnels qu'on côtoie, de nos amis. Ça peut être des personnes qui sont réelles mais qu'on ne connaît pas directement mais qu'on voit via les médias, des personnalités. Et puis ça peut être des personnages de fiction. Mais tout l'enjeu de la représentation, c'est cela. C'est est-ce qu'il y a des supports d'identification qui sont assez divers, qui sont assez disponibles pour que chacune s'y retrouve. Alors quand on regarde qui elles connaissent et qui elles ont comme modèle disponible, nos adolescentes, eh ben on se rend compte qu'elles ont de vraiment très rares exemples de femmes scientifiques. Ça veut dire que les 2 tiers des ados qu'on a rencontrés, bah en fait,
elles avaient jamais rencontré de femmes chercheuses ou ingénieures avant de venir faire ce stage. Donc, dans leurs 16 années de vie, elles n'avaient jamais eu l'occasion de rencontrer une vraie femme scientifique. Et puis, les seules qu'elles avaient vues et qu'une fois qu'on leur posait les questions, elles identifiaient comme des femmes scientifiques, c'était plutôt des professionnels de l'enseignement ou du milieu médical. Mais toutes ces femmes, qui sont bien sûr bel et bien des scientifiques, elles étaient valorisées et perçues non pas au prisme de leurs connaissances ou de leurs compétences en sciences, mais elles étaient valorisées pour tout ce qui relevait de leur capacité de care, c'est-à-dire leur capacité d'empathie, de soins, de soutien, plutôt que pour leurs compétences scientifiques. Donc là, vous avez deux exemples. C'est Aïda, qui est inspirée par sa prof de SVT. Pourquoi ? Alors d'abord parce qu'elle est petite comme moi, mais aussi parce que les élèves se moquent d'elle, mais elle reste dans son travail, elle fait ce qu'elle aime. J'ai su m'identifier à elle, et je veux que moi aussi, plus tard, un élève s'identifie à moi. Et un autre exemple qui a été donné par Gaëlle, qui avait été opérée récemment, c'était les femmes médecins, parce qu'elles étaient trop sympas, et on voit qu'une des relations qui a été permise, c'est parce qu'une médecin lui a dit « j'ai une fille qui a le même âge que toi ». Donc quand elle parle de ces femmes scientifiques, elle parle beaucoup plus de leur capacité relationnelle et empathique que de leurs compétences ou de leur intelligence. Souvenez-vous des citations sur les personnages de manga au départ, vous allez voir, c'est pas du tout le même vocabulaire qui est utilisé. Du côté des personnalités scientifiques, la liste est assez vite courte. Si vous demandez à des ados de 16 ans, alors tu connais qui en sciences ? Vous avez Einstein, Marie Curie, Pythagore, un gros blanc. Et puis, il y avait le film là que la prof d'anglais elle nous a montré. Alors le film que la prof d'anglais leur a montré, au choix, c'est des biopics. C'est le film de sur Stephen Hawking, je sais plus comment il s'appelle en français, Une merveilleuse histoire du temps. C'est L'homme qui défiait l'infini, qui est un film sur le mathématicien Ramanujan. C'est le biopic d'Alan Turing. Ou c'est enfin Les figures de l'ombre. Ça, c'est celui qu'elles ont le plus vu. Les profs d'anglais adorent Les figures de l'ombre. Et ça a été très montré, à raison, c'est un excellent film, ça a été très montré dans les lycées. Sauf que, on pourrait se dire, super, la connaissance des figures de l'ombre, c'est non seulement des femmes scientifiques, mais en plus, ce sont des femmes noires. Mais là aussi, on voit que c'est pas des films qui ont été choisis, qui ont été vus, auxquels on a développé un attachement. C'est plutôt des films qui ont été vus en milieu scolaire, donc de toute façon, pas le choix. Et puis au final, en fait, les ados se souviennent peu du nom des 3 scientifiques noires américaines de la NASA, qui sont Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson. Et en plus, elles s'en souviennent surtout non pas pour leurs compétences scientifiques, mais plutôt pour leur rôle social. Pour celles et ceux qui ont vu le film, c'est aussi un film qui parle beaucoup de la lutte pour les droits civiques. Et en fait, les ados, elles se souviennent principalement de ça, du rapport à la société, de la lutte de ces femmes noires pour leurs droits, des scènes au tribunal, beaucoup plus que des scènes dans les laboratoires. Est-ce qu'elles connaissent des femmes scientifiques ? Très peu. Mais on ne peut pas dire que c'est de leur faute, puisque je vais peu y revenir là-dessus, mais comme vous le savez, l'absence de modèle pour elles de femmes scientifiques, il n'est pas très surprenant quand on sait à quel point dans l'histoire des sciences, non seulement les femmes ont été minoritaires, mais en plus leurs contributions ont été systématiquement niées, minimisées ou dévalorisées. Donc cette sous-estimation systématique des contributions des femmes à la science, c'est ce que l'historienne Margaret Rossiter a appelé l'effet Mathilda, avec cette idée que il n'y a pas juste eu un oubli des femmes scientifiques, mais il y a eu vraiment une spoliation délibérée par des scientifiques hommes ou par des historiens des sciences qui ont progressivement effacé leur travail pour mieux se l'attribuer. Donc c'est peu surprenant que les adolescentes de 16 ans connaissent peu de femmes dans l'histoire des sciences, à part Marie Curie. Et puis, c'est peu surprenant qu'elles connaissent peu de femmes scientifiques contemporaines, quand on sait à quel point il y a encore aujourd'hui des écarts de représentation et de présence. Par exemple, à la télé et à la radio, vous allez avoir que 30% du temps de parole pour les femmes, ou encore quand on connaît la place assez défavorable des expertes, par exemple dans la presse scientifique, où 70% des experts interrogés sont des hommes. Donc il y a une invisibilisation des femmes dans l'histoire des sciences, il y a une invisibilisation des femmes dans les médias, ça réduit bien évidemment les possibilités d'identification des filles, leur possibilité de trouver des modèles. Alors même qu'on sait que ça peut être un levier important pour elles pour avoir des aspirations. On le sait, mais vous allez voir, c'est assez paradoxal. On sait, ça a été notamment montré par des collègues économistes dans une enquête assez intéressante, qu'il suffit de brèves rencontres avec des femmes scientifiques pour améliorer l'image des sciences et diminuer certains des stéréotypes négatifs qui sont liés au genre en sciences. Donc là, ils ont
l'équipe d'économistes avec Thomas Breda, Julien Grenet, Marion Monet et Clémentine Van Effoter, ils ont fait une étude sur des classes de lycéens lycéennes qui avaient une visite de femmes scientifiques avec visite et des classes de lycéens lycéennes qui ne voyaient pas de femmes scientifiques. Ce qu'ils ont montré, c'est que après la visite d'une femme scientifique, les élèves déclarent moins qu'avant que les hommes sont plus doués en sciences que les femmes. Donc, quand il n'y a pas de visite, vous avez 30% des garçons et presque 20% des filles qui pensent que les hommes sont plus doués. S'ils voient une femme scientifique, ça chute un peu. Le stéréotype recule un petit peu. Ils ont aussi montré que quand une femme scientifique vient dans la classe, davantage de filles vont aller s'orienter ensuite à la fin de leur lycée vers des classes prépa ou en licence maths et info. Mais c'est pas un levier automatique. Le modèle, par exemple, à la visite de femmes scientifiques dans les classes. La même enquête montre que ça marche pas à chaque fois. L'impact de la visite du modèle, il n'est pas avéré systématiquement. Que ça dépend beaucoup des femmes qui viennent dans les classes, de leurs caractéristiques, et je vais y revenir. Et puis que ça concerne pas tout le monde. Au sens où l'impact, il est plus fort pour les meilleurs élèves. C'est-à-dire que c'est un petit coup de pouce pour les filles qui étaient déjà excellentes et qui allaient déjà probablement y aller. Ça ne rattrape pas l'effet pour les élèves les moins en faveur scolaire. Et puis, il y a même un effet délétère, parce qu'une fois que la femme scientifique est venue dans les classes, vous avez plus d'élèves qui disent que les femmes aiment moins les sciences que les hommes. Donc il y a un renforcement, un effet négatif sur le stéréotype qui veut que les filles s'intéressent moins, se passionnent moins pour les sciences que les hommes. Alors, comment ça se fait ? Pourquoi est-ce que, quand on fait venir des femmes modèles dans les classes, ça peut comme ça avoir un effet négatif ? Une explication à cela, moi je l'ai observé pendant les stages, parce que pendant mes stages de maths, il y avait des femmes scientifiques qui venaient voir les adolescentes. Or, ce qu'on voit, c'est que quand on met en présence des femmes scientifiques pour parler de leur parcours, en fait, c'est une façon de proposer une réponse qui est individuelle, en présentant des femmes et des individus, à un problème qui en réalité est social. Si on ne prévient pas, si on ne forme pas, si on ne construit pas le discours que les femmes vont porter, très souvent, elles vont avoir des discours, les femmes modèles, qui ont tendance à valoriser le mérite individuel, tout en niant et en minimisant les violences sexistes, c'est-à-dire par exemple, non, moi j'ai pas eu de problème, personne m'a empêché de venir, y a vraiment aucune difficulté. Qui vont aussi naturaliser les compétences pour les sciences en disant moi j'ai toujours aimé ça, depuis toute petite je voulais faire ça, donc en passant à côté aussi de la construction du goût et des rapports aux sciences. Et puis on a aussi plein d'exemples, et je vais vous en donner un, de mise en évidence de modèles féminins qui en fait sont encore des façons de parler des hommes. Donc ça c'est des exemples de propos tenus par les femmes que j'ai observées pendant les stages qui exemplifient les deux premiers points. Donc par exemple des femmes ingénieures qui disent personne fait la différence entre les hommes et les femmes, on est toujours très bien reçus. Ou encore, c'est les femmes qui font pas l'effort de se mettre en avant. Si on s'affirme, on y arrive. Ou encore, les hommes et les femmes ont chacun des qualités différentes et nous, on a plus d'intuition. Donc tout ça, ça vient encore renforcer cette idée qu'il y a des différences naturelles entre les hommes et les femmes et qu'il n'y a pas de problème et que donc le problème vient des femmes. On comprend mieux quand on entend ça comment les élèves peuvent se dire à la fin, oui, elles aiment moins bien ça. Si tout est ouvert et qu'elles ont droit et qu'elles y sont pas, c'est bien que c'est elles le problème. Et puis l'exemple du discours sur les femmes qui retombe sur les hommes, c'est l'exemple de la présentation qui a été faite aux filles de Sophie Germain. Et donc en fait, on parle de Sophie Germain, mais qu'est-ce qu'on dit de Sophie Germain ? Que Gauss a trouvé qu'elle était vraiment géniale, que Lagrange voulait absolument la rencontrer, et puis que Fourier, lui a ouvert les portes et lui a permis d'aller à l'académie. Donc là, le dessin est parlant, on parle de Sophie Germain, mais elle se retrouve finalement derrière l'histoire des trois hommes. Et ça me semble important parce que c'est tout le paradoxe des rôles modèles. Quand on les met en avant, il y a ce risque d'en faire en fait une exception par ces femmes qui peuvent être aussi incroyables et merveilleuses, qui va dissimuler l'exclusion. Trop souvent, on met en avant des femmes qui sont exceptionnelles et qui ne peuvent pas du tout susciter l'identification chez des ados qui, pour la plupart d'entre elles, sont, comme nous tous et toutes, tout à fait normales. Et là, il y a eu des travaux là-dessus précédemment, notamment ce qu'a fait Isabelle Collet, qui rappelle avec beaucoup de justesse que les femmes exceptionnelles qu'on montre aux jeunes filles, ça peut être que des exceptions, et ça peut renforcer cette idée-là. Et puis une idée que je trouve très intéressante aussi de collègues historiennes qui, elles, montrent bien que c'est une erreur de vouloir
rétablir l'égalité et favoriser l'avenue des femmes en sciences en créant un culte des héroïnes pour remplacer le culte des héros, parce que c'est cette idée même d'héroïsme qui est dommageable. Et donc elles écrivent qu'elles refusent de remplacer le culte du héros par celui de l'héroïne en sciences, parce que ces femmes alibis, convoquées au nom de la parité, servent souvent de poudre aux yeux pour échapper aux accusations de discrimination. C'est toujours les mêmes, Émilie du Châtelet, Marie Curie, et elles masquent la réalité de toutes ces femmes qui ont été invisibilisées. Je voulais finir avec le cas de la fiction et des récits. Et ça fera vraiment le lien avec ce que va dire Odile tout à l'heure. S'il y a si peu de femmes réelles disponibles comme modèles dans le monde scientifique, qu'est-ce que nos ados peuvent trouver dans la fiction ? Malheureusement, pas beaucoup plus. On pourrait imaginer que ça ouvre tous les possibles, la fiction, les livres, les films, les séries, et pourtant, dans le monde imaginaire aussi, les femmes, elles sont minoritaires. Elles sont minoritaires en général. Par exemple, les études de la sociologue Sylvie Cromer ont montré que dans l'humanité fictive, il n'y a jamais 50-50, le masculin est toujours hégémonique. Par exemple, dans les livres jeunesse, dans la fantasy, il y a toujours 2 fois plus de héros que d'héroïnes. Et la conséquence de ça, c'est que cette absence de modèle de femmes, et surtout cette absence de modèles de femmes intelligentes, de femmes savantes, ça amène les filles à se tourner vers des figures masculines. On revient à la slide du début avec tous les héros là, des mangas. En fait, elles se tournent vers des personnages masculins pour trouver des supports d'identification intellectuelles et scientifiques. Presque tous les personnages qu'elles associent aux sciences, à l'intelligence, à l'esprit, c'est des hommes. C'est Dr House dans la série que vous connaissez sans doute. C'est le personnage de Elle dans un manga qui s'appelle Death Note, incroyablement intelligent. C'est le personnage de Dr Stone dans un manga qui a un succès fou, que j'ai lu depuis, qui est incroyablement sexiste, où c'est vraiment les hommes qui ont l'esprit et les femmes sont très ramenées à leur corps. C'est pas surprenant, je vais pouvoir un petit peu abréger la slide suivante parce que je pense que Odile en parlera beaucoup mieux que moi. Mais si on regarde le cas particulier des mathématiciennes dans la fiction, c'est vraiment des destins extrêmement contrariés. La plupart des mathématiciennes que l'on voit dans la fiction sont en situation extrêmement défavorable. J'ai appelé ça « et à la fin, elle meurt, le triste destin des matheuses de fiction ». C'est assez incroyable, je ne sais pas si tu iras plus dans le détail et en finesse, Odile, mais à quel point elles meurent souvent, les matheuses, dans les films et dans les livres. Il y a eu une étude sur la représentation des hommes et des femmes mathématiciens et mathématiciennes dans la fiction. Alors déjà, bien sûr, les mathématiciennes, il faut aller les trouver, il y en a 15%, mais aussi dans la représentation qui en est faite, du côté des hommes, vous avez un don mathématique, un génie qui est propre. Du côté des femmes, vous allez beaucoup plus avoir du don qui est hérité, du grand-père, du père. Enfin, ça vient souvent d'un homme quand même, d'une façon ou d'une autre. Les hommes sont des personnages principaux et des leaders. Les femmes sont beaucoup plus souvent des personnages secondaires, des assistantes. Il y a les génies d'un côté, il y a les travailleuses de l'autre. Il y a des contributions mathématiques centrales d'un côté, invisibles de l'autre. On a, et ça c'est un trait négatif, des mathématiciens qui vont plutôt être obsessionnels, asociaux, qui manquent de compétences sociales, alors que les femmes, elles vont être courageuses, têtues, elles vont avoir ces bonnes compétences sociales. Parfois, d'ailleurs, elles servent à apprendre à l'homme à ressentir, prendre soin des autres. On a, au final, une position dominante d'un côté, subordonnée de l'autre, et puis, plutôt des fins heureuses pour les matheux. En fait, leur amour des maths, il est récompensé, ou ils les sauvent. Grâce aux maths, ils vont avoir argent, gloire, amour, alors que chez les matheuses, on va plutôt avoir des fins tragiques avec un amour des maths qui les condamne, avec plein d'exemples de dépression, de suicide, de meurtre. Alors j'ai mis comme exemple Agora, le film Marie et d'autres. Donc au final, il n'y a pas... Enfin, tout cela, ça envoie un message assez clair qui est qu'il n'y a pas de bonne façon pour une jeune fille d'aimer les mathématiques, et ça envoie un message assez funeste à ces adolescentes-là. Si elles n'ont pas d'exemple de femmes scientifiques, alors qui sont leurs exemples de femmes dans la fiction ? Un autre résultat, et c'est le dernier dont je vous parlerai, qui est pour moi important dans cette enquête, c'est à quel point les adolescentes, elles vont chercher dans la fiction des figures de femmes fortes, des figures de guerrières. Donc c'est pas des figures de femmes penseuses, de femmes savantes, ça c'est les hommes, mais c'est des héroïnes qui incarnent d'autres traits, qui les inspirent parce qu'elles sont fortes, elles sont sérieuses, elles sont rigoureuses et assidues. Elles sont appréciées pour leur gentillesse et elles sont appréciées pour leur qualité relationnelle. C'est Hermione dans Harry Potter, c'est Sophie dans le château ambulant, c'est Jane dans la série Jane the Virgin. Elles sont ouvertes aux autres, elles sont aimantes, elles sont soutenantes. Parfois, elles sont aussi fortes, elles sont aussi bagarreuses et elles sont aussi guerrières, mais c'est toujours pour défendre les autres et c'est toujours pour se défendre. Donc c'est le cas par exemple de Gaëlle qui explique à quel point elle aime tous ces personnages qui traversent des épreuves difficiles, douloureuses mais qui s'en sortent. Donc par exemple elle aime Sophie dans le château ambulant parce qu'elle s'est relevée. Donc là elle s'identifie
Sophie, elle a subi un sort, on s'en fiche, au final, elle rencontre Haru, le magicien super fort. Ou encore Mulan et Mérida, qui sont, elle le dit, guerrières à sa place, elles se battent pour exister, pour vivre ce qu'elles veulent vivre, et c'est un espoir. Et alors, toutes ces personnages de femmes fortes, de guerrières, elles prennent les armes et elles se battent. On pourrait y voir quelque chose de très encourageant et de très empouvoirant pour les filles, mais c'est quand même des héroïnes qui sont vraiment à double tranchant. Parce que si elles se battent et si elles sont guerrières, c'est aussi parce qu'elles souffrent et c'est aussi parce qu'elles subissent. Et finalement, c'est aussi une façon pour les filles de continuer à supporter, de continuer à encaisser. Ça leur apprend la résilience bien plus que la résistance. Donc toutes ces héroïnes rebelles, elles envoient aussi des messages, donc là j'ai mis Buffy et j'ai mis Katniss qui sont vraiment dans cette catégorie. Elles envoient des messages qui sont très ambivalents. Certes, elles se libèrent de normes féminines comme la douceur, le soin ou la coquetterie, mais c'est souvent pour mieux adopter des normes masculines, comme s'il n'y avait pas d'alternative. Leur indépendance reste vraiment exceptionnelle, elle reste toujours avec cette injonction à l'extraordinaire. Et puis, et pour moi, c'est le point important à l'issue de cette enquête auprès des ados, c'est ce double tranchant des figures de guerrières. Oui, elles sont fortes, oui, elles sont émancipées, mais finalement, elles enseignent vraiment la résilience. C'est prends sur toi, souffre, sois courageuse. Et c'est encore une façon de pas remettre en cause, de pas bouleverser le pouvoir et la force qui s'exercent sur ces ados. Donc pour conclure, quelles leçons retenir de cette investigation des modèles scientifiques pour les jeunes filles ? Il n'y en a toujours pas assez. C'est toujours chercher une aiguille dans une botte de foin que de chercher des bons exemples de femmes scientifiques. Il y en a. Bien sûr, il y a des bons contenus, mais ils arrivent trop peu aux ados. Ils sont encore trop stéréotypés. Et il y a un besoin réel de modèles, d'exemples qui soient plus diversifiés, qui soient plus complexes pour bouleverser les normes de genre, et en particulier celles qui associent encore et toujours l'intelligence au masculin. Merci beaucoup Clémence. Nous allons écouter à présent Guillaume Lègle sur une intervention sur la médiation astronomique et temporalité, de la posture réflexive à l'exploration située. Donc Guillaume Lègle est vidéaste, médiateur culturel en astronomie et il enseigne au sein du master audiovisuel journalisme et communication scientifique de Paris-Cité. Et ses travaux s'appuient sur la question de la trivialité développée par Jeanne Rey, des sciences astronomiques en société. C'est très bien, ça me permet de passer directement à la première diapositive. Poser la question de la temporalité en 25 minutes, ça va être un exercice pas évident. Donc, quand je parle de trivialité des êtres culturels en médiation astronomique, il s'agit évidemment pour moi de voir comment les sciences astronomiques percolent, circulent, sont réappropriées pour des usages qui sont pas a priori scientifiques ou éducatifs. J'avoue que mon terrain habituel de jeu, ce sont les figures galiléennes. Donc quand je parle de figures galiléennes, ce sont des motifs qui peuvent être associés à la personne. Donc on peut retrouver dans la publicité, dans le monde marchand, qu'on peut retrouver dans l'art, évidemment dans la médiation scientifique et culturelle. Et forcément, on a un rapport dialectique qui s'instaure entre des mobilisations présentes et une figure qui est issue du passé et une figure du passé qui ensuite est sans cesse réappropriée au fil de l'histoire. Donc, je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, ça aurait été un grand plaisir. Je vais vous parler d'un autre objet qui me permet, à mon avis, de mieux cerner le problème des temporalités lorsqu'on étudie un cadre, un événement de médiation culturelle et scientifique, une animation scientifique, etc. C'est les Nuits des Étoiles, donc qui est un événement trentenaire. C'est né en 1991 en raison de l'association de personnes de télévision qui voulaient créer un événement télévisuel, de personnes qui travaillent dans le milieu associatif, médiation scientifique, notamment donc l'association française d'astronomie et à l'époque c'était l'association Sciences Techniques de Jeunesse qui est devenue Planète Science. Donc ce sont des associations d'éducation populaire. Je souligne ce trait parce que justement on parlait d'éducation. L'éducation populaire est un mouvement associatif qui se distingue par un élément particulier, c'est la capacité de permettre à chacun d'être éduqué mais aussi de devenir éducateur. Donc c'est l'éducation pour tous, par tous.
c'est une promesse, évidemment, on n'est pas forcément sûr que cette promesse est réalisée. En tout cas, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ça fonctionne depuis une trentaine d'années. Se dire pourquoi ça marche, c'est un peu sommaire. Moi, je suis vraiment convaincu que c'est pas uniquement l'aspect des étoiles, voilà, ça serait sympa. Je pense qu'il y a vraiment une dimension temporelle particulière qui se développe à travers cet événement. Donc, je suis obligé aussi nécessairement de me positionner, puisque intervenant dans un colloque scientifique qui s'appelle Dynamique de recherche en communication et médiation scientifique, on peut s'attendre à ce que je sois logiquement un chercheur. Alors, c'est vrai que quand on fait une petite recherche sur Internet, on s'aperçoit que j'ai quelques publications à mon actif, donc j'ai répondu à certains critères de scientificité. J'ai un parcours universitaire. Dans le cadre d'une reprise d'études, j'ai effectivement un parcours de formation à la recherche. J'ai même une expérience doctorale dont j'ai parlé très brièvement, parce que ça a façonné ma façon de voir la question des temporalités. Mais je suis surtout un professionnel de la communication audiovisuelle. J'ai aussi une activité d'enseignant vacataire. Alors si je vous fais une distinction en termes de temps. Ça a l'air arbitraire comme ça, mais ça a une dimension aussi normative. Vous avez forcément des représentations derrière ce que c'est qu'un temps professionnel et derrière ce qu'on peut attendre à un temps de loisir. Puis des fois, il y a les temporalités qui peuvent transbahuter d'un univers à l'autre. Alors moi justement, donc là, je parle du fait que voilà, je me qualifie volontiers de chercheur amateur, ce qui peut avoir un côté un peu péjoratif, mais c'est surtout, moi j'ai l'occasion de voir parmi vous des doctorantes ou des doctorants. Moi j'ai rencontré un problème de choc de temporalité, au sens où c'est particulièrement gênant d'avoir tout à coup le temps de la recherche qui s'invite lorsque vous êtes en train de bosser. Donc il y a une dialectique qui s'instaure entre différents cadres. Il y a des choses qu'on devrait faire dans certains espaces et qu'on ne peut pas faire dans d'autres. Alors quand je parle d'espace, c'est aussi espace temporel. En tout cas, voilà, moi ça m'a marqué cette dimension du choc des temporalités. Et quand je parle de temporalité, je suis obligé de parler d'une de mes autres activités qui fait partie de mon existence. Je suis aussi médiateur culturel en astronomie, avec un double statut, puisque je suis à la fois professionnel et bénévole. Donc ça oblige à surfer entre différentes manières de faire. Tout ça pourquoi ? Parce que je remonte à très très loin. Je suis d'abord et avant tout un astronome amateur dans mes loisirs. Donc forcément, en exposant tout ce parcours, il y a toute une dimension temporelle qui s'esquisse. Je vous présente de manière instantanée, en réalité, ce qui constitue un parcours. Donc on peut se poser la question justement, comment envisager les communications avec ces temporalités qui sont plus ou moins incrustées. Et si je suis chercheur, entre guillemets amateur, c'est aussi parce que je souhaite comprendre notamment quelles sont les choses qui motivent les pratiques, quels sont les ressorts des pratiques que j'entreprends. Donc une pratique réflexive. Donc ce que je vous propose déjà, c'est déjà de comprendre que ce que je vais tenter de faire, c'est ce qu'on appelle une recherche située. Je fais partie du dispositif, la nuit des étoiles. Ça m'empêche pas d'avoir une espèce de recul, d'autant plus que cette proximité avec l'objet va me permettre éventuellement de pouvoir voir des objets que des personnes qui ne sont pas insérées peuvent observer. Mais évidemment, il y a toujours le risque de s'impliquer un peu trop dans l'objet. Donc je vais essayer quand même de garder la distance, et je vous invite à garder la distance par rapport à ce que je vais vous proposer. En tout cas, de manière générale, pourquoi traiter les temporalités dans le champ des sciences de l'information et de la communication ? Déjà, je vous ai dit, avec le cas Galilée, il est difficile de penser dialectiquement ce rapport entre les temps longs et les temps courts, qui se retrouvent dans des communications qu'on considère généralement de court terme. Mais il y a toute une densité temporelle qui peut s'inscrire à l'intérieur. Il y a forcément l'impact normatif des contextes dans lesquels on communique, des cadres temporels en question. Et puis, puisque je parlais de trivialité, c'est entre les temporalités, il peut y avoir des jeux créatifs. Il peut y avoir des temps qui permettent de faire autre chose. C'est l'occasion justement d'explorer ça, et donc je vais le faire à travers cet objet, en tentant notamment de vous proposer de paysager la nuit des étoiles. Alors j'emprunte ce terme à la philosophe des sciences Bernadette Manceau-de-Vincent, qui dans un ouvrage qui s'appelle justement Temps paysage, propose de faire coexister les différentes temporalités qu'on peut voir d'une situation, d'un objet. Quand je parle de faire coexister, c'est-à-dire que vous allez regarder les objets, vous allez regarder les phénomènes,
non seulement dans le court terme, mais dans le long terme, et essayer de déterminer des temporalités qui peuvent se superposer, s'interpénétrer, voire se concurrencer. Forcément, il s'agit de voir les effets. Alors, parlant de temporalité, je suis obligé de définir un petit peu ce que c'est, ce qui est un problème en sciences humaines et sociales, puisqu'il y a une diversité d'usages possibles. Hein. Il y a toute une revue qui s'appelle Temporalité, qui se pose la question là-dessus. Moi, je serais très pragmatique. Hein. Il y a plein d'usages possibles. Je veux paysager la nuit des étoiles. Ben, je vais prendre le maximum de possibilités sur ce qu'offre ce concept de temporalité. Alors, ça peut être juste un segment de temps. Ça peut être un moment du temps, à savoir passé, présent, avenir, donc inscrit dans une chronologie. Ça peut être une échelle de temps. Je parlais de court terme, de long terme, de moyen terme. Vous avez des domaines de structuration du temps. J'en ai parlé avec le temps de travail et le temps de loisir, mais vous pouvez aussi avoir le temps familial, qui est un temps structurant. Mode d'expression temporelle, puisqu'on parle de récits, de communication. À l'intérieur des échanges, on va utiliser le temps, on va combiner les temps. Et puis, vous avez la dimension expérientielle, auquel je tiens beaucoup. Je suis très attaché à Bergson, personnellement. Donc, comment le temps peut s'exprimer à travers une expérience communicationnelle. Ça, c'est un petit schéma, histoire de dire, ben voilà, le temps, on le retrouve un peu partout. On le retrouve dans les échanges qu'on a entre personnes. Le temps, il est incarné dans les personnes. Et puis, le temps est incarné aussi dans les contextes dans lesquels on communique. Donc, le but du jeu, c'est d'essayer de voir toutes ces temporalités et éventuellement de voir des dynamiques qui s'instaurent entre l'une et l'autre. Alors, comment envisager la Nuit des Étoiles? Je vous ai dit, c'est un événement trentenaire, donc il y a eu plusieurs éditions. Hein. La première était de 1991. Soit vous vous contentez de voir une édition, puis vous regardez ce qui se passe à l'intérieur. Soit au contraire, vous avez une approche plus voir les différentes éditions. Ça permet éventuellement de voir s'il y a des choses qui se ressemblent, des choses qui diffèrent. Et forcément, quand on parle de choses qui se ressemblent et qui diffèrent entre chaque édition, ça serait un peu bête de ne pas regarder ce qui se passe entre. Il peut y avoir des parcours, il peut y avoir des transformations. Donc, il faut multiplier ça, évidemment, par le type d'objet que vous voulez regarder. Donc ça peut être très très bien. J'ai donné un exemple, les objets du ciel entre les différentes éditions des Nuits des Étoiles. C'est simple, le ciel c'est quasiment le même. On retrouve à peu près les mêmes astres sauf les planètes. Pour les participantes et participants, ils sont variables, mais vous avez certains que vous allez retrouver régulièrement. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a des participants qui vont changer de statut. De public, ils deviennent des médiatrices et des médiateurs. Ah, là ça devient intéressant. Donc, vous avez forcément aussi une implication médiatique. Je pense que vous n'avez pas échappé justement à la force médiatique de l'Association française d'astronomie. Les Nuits des Étoiles, on en parle sans arrêt. C'est normal, notamment dans l'équipe de l'AFA, il y a des journalistes, donc avec un magazine qui s'appelle Ciel et Espace. Donc, cet événement, il joue aussi sur les temporalités médiatiques qu'il s'agit d'explorer. Et puis, évidemment, il y a le temps de la recherche. Est-ce qu'il y a des moments particuliers? On va voir apparaître des sujets. Alors là, on peut parler justement de la relation entre médias et recherche. Si chaque édition fait à peu près la même chose, pour les médias, ce qui est assez souvent proposé, c'est une thématisation de l'année pour permettre de mettre en avant des éléments inédits en termes de recherche. Donc voilà, le but du jeu, c'est d'essayer de voir ces synergies entre les différentes temporalités, les différents espaces, les différents intervenants. Alors, la présentation, elle se fait un peu en deux temps. Le but du jeu, c'est non seulement, j'espère que j'arrivais jusque-là, parce que je disais 25 minutes, c'est court, j'en prends le parti. Le but du jeu, donc, c'est de vous proposer des résultats, mais je pense que ça serait sympa d'ouvrir la boîte de Pandore, de voir comment j'ai réussi à pouvoir explorer cette situation. Notamment, je vous présente donc William Grossin, qui est sociologue temporaliste, qui a beaucoup travaillé justement sur les temps de travail, sur les temporalités rurales et urbaines, et il propose une grille qui m'a semblé très pertinente dans le cadre justement de l'analyse de cet événement de médiation culturelle et scientifique que sont les Nuits des Étoiles. Donc, il propose de catégoriser les temps à travers donc, ce qu'il appelle des temps construits, donc, qui sont des temps typiquement humains. Pour ma part, j'ai mis temps naturel entre guillemets. Je suis un constructiviste, je suis désolé. Il y a beau avoir des éléments qui sont extérieurs à nous, ils sont forcément structurés par la conscience. En tout cas, ce sont des éléments qui appartiennent au monde des objets, au monde des animaux, en tout cas qui est extérieur, entre guillemets, à la vie proprement humaine.
avec toutes les guillemets que ça implique. Et il distingue deux niveaux, donc le niveau individuel et puis le niveau macro, celui du milieu. Ce qui permet de distinguer des temps cosmiques, des rythmes biologiques, des temps sociaux. Et évidemment, parmi tous ces temps, vous êtes obligé, vous, en tant qu'individu, de composer avec ces différents temps pour créer aussi vos propres temporalités. Alors, concrètement, ah oui, j'ai oublié. Un aspect qu'on peut reprocher à William Grossin, c'est de ne pas penser à la dimension matérielle des choses. Je suis en SIC, médiation matérielle, ça reste quand même très très important, puisque c'est là que s'inscrivent nombre de communications. C'est à travers des objets que se font certaines actions. Donc il faut envisager la temporalité à travers la matérialité également. Donc pour donner un exemple sur la nuit des étoiles, les temps cosmiques ils sont assez évidents. C'est les temps des astres, avec est-ce que les astres sont disponibles, indisponibles, leur cyclicité et leur évolution physique. J'avance un petit peu sur ce que je dirai plus tard. On parle même de vie des étoiles. Donc c'est une forme temporelle particulière. Évidemment, quand on parle de nuit des étoiles, il y a la nuit, mais la nuit, ça peut être un problème pour certaines populations. On pense aux plus jeunes, qu'on invite régulièrement à aller se coucher plus tôt. Ça peut être un problème pour les parents qui travaillent le lendemain. Si on commence à faire une nuit un peu tardive, on n'est pas forcément fonctionnel le lendemain. Donc ça oblige à envisager d'autres temps sociaux. Alors le temps immédiat, quand on parle d'astronomie, c'est évidemment les temps calendaires, dont je rappelle qu'il y a des rythmes de phénomènes célestes qui sont à l'origine de notre calendrier, qui sont à l'origine de notre vision du temps. Et puis il y a une segmentation possible, je disais, en termes institutionnels. Je parlais de temps de travail, de temps de vacances. Alors les nuits des étoiles, justement, si on les choisit en vacances, en particulier un week-end, c'est pour permettre à tous et à toutes de pouvoir veiller un peu plus tard dans la soirée. Donc c'est un enjeu stratégique, c'est un moyen de communiquer ce choix de temps particulier. Et puis il y a le temps de l'événement national, puisque c'est un événement national, mais chacun et chacune sur les différents sites va se réapproprier ce cadre temporel qui est aujourd'hui de 3 jours. Alors quand je dis 3 jours, on parle de nuit des étoiles. Mais il faut savoir que chacune peut éventuellement proposer des activités dans la journée. La nuit, c'est un terrain privilégié, c'est un milieu privilégié, mais il n'est pas exclusif. Et tout le monde va chercher à s'adapter par rapport à ce cadre général, donc qui reste quand même assez souple, même s'il y a des dates qui sont bien précisées. Et je dirais comment s'effectue le choix de ces dates dans quelques instants. Et puis, pour ce qui est du cas individuel, forcément, il y a les modalités de participation de chacun et chacune, qu'elles soient ponctuelles, occasionnelles, fidèles. Il y a la préparation des événements, qu'est-ce que ça implique, la réalisation. Et puis, évidemment, cet événement, c'est pas du one-shot. Il peut y avoir un avenir derrière. Et c'est ça qu'il s'agit de regarder. Et évidemment, dans une perspective communicationnelle, c'est où est-ce que se trouve, qu'est-ce qui se passe durant le temps des échanges. Je disais, Grossin, le problème, c'est qu'il ne s'intéresse pas beaucoup au matériel. Maintenant, c'est super important aussi de s'intéresser aux temporalités qui sont portées par les dispositifs techniques qui sont mobilisés dans le cadre de ces soirées et qui peuvent impacter la relation communicationnelle. Alors, outils d'observation et de communication dans mon cas. Alors, comment explorer les médiations temporelles ? Alors le terme de médiation a fait l'objet d'une littérature absolument abondante. Je n'ai pas la prétention de faire cette revue de littérature, mais je retiendrai de manière pragmatique 3 caractéristiques. La médiation, on peut la considérer comme intermédiaire, j'ai entendu le terme tout à l'heure. On peut la considérer comme un milieu, là aussi j'ai entendu le terme tout à l'heure. Mais on peut aussi la considérer comme un processus. Donc, moi, en termes de formation académique, j'ai aussi une formation de sémioticien. J'appartiens à l'école pragmatique. Je suis un très grand fan de Charles Peirce. J'en parlais tout à l'heure. Et puis, moi, ça m'a fait marrer, c'est quand j'entends parler de médiation et que je fais cette distinction ternaire, je vais faire comme les Canadiens ou les Anglo-Saxons. Eux, quand ils parlent de médiation, ils préfèrent parler d'interprétation.
Donc je vais prendre au sens propre. Hein. Alors pour celles et ceux qui voient pas le lien, on peut envisager la figure de Monsieur Tilden, donc qui travaille justement cette dimension de parcours d'interprétation, qui est un dispositif de médiation particulier. Alors là, vous m'excuserez, hein, je pompe le mot. Voilà, de l'interprétation de Tilden, je vais passer à l'interprétation de Peirce. Et comment je peux utiliser cette forme sémiotique pour explorer les différentes temporalités. Donc, dans la sémiotique de Peirce, vous avez d'abord un représentamen, pardon, parce que chaque fois j'ai un petit problème de dyslexie quand j'évoque ce mot-là. Représentamen, c'est-à-dire quelque chose qui est représentant, qui renvoie à un objet représenté. Et vous avez ce qu'on appelle interprétant, c'est-à-dire un cadre d'usage de ce signe proposé par un contexte. Donc c'est une règle, c'est une habitude qui dit il faut voir ce signe-là, cet objet-là, selon cette perspective-là. Donc moi je me suis dit, si je veux développer le concept de médiation temporelle, pourquoi je ne pourrais pas faire ça? Utiliser cette catégorisation. On peut très bien envisager d'abord l'existence d'un milieu temporel, qui constitue un contexte. Vous avez le temps qui est représentant dans une situation de communication. Vous avez du temps qui peut être représenté. Et forcément, vous avez le temps interprétant. Je parlais de cadre d'usage. Cette dimension normative qu'on peut avoir sur certaines identifications du temps. Et dernier niveau, le temps comme processus, où là, on va s'intéresser à l'expérience vécue. Donc c'est déjà au moins une première approximation en termes méthodologiques de ce que l'on peut faire avec cette trichrotomie. Voilà. C'est le terme qu'utilisait Peirce. Alors, de manière concrète, là, j'en arrive au terrain. Parce que le but du jeu, c'est quand même de vous proposer justement ce temps paysage. Alors, je l'ai fait sous la forme d'un dessin. Alors déjà, le premier milieu, je vous ai dit, c'est la nuit. Mais c'est pas n'importe quelle nuit. C'est une nuit où il y a des étoiles. Alors déjà, on peut évoquer le problème de la pollution lumineuse. Il faut que les étoiles soient accessibles. Il faut que les étoiles soient accessibles aussi en raison des conditions météo. Donc c'est un fort enjeu. Donc il y a des choses qu'on peut voir, des choses qu'on ne peut pas voir, des choses qu'on peut montrer, des choses qu'on ne peut pas montrer. Un des éléments importants dans les nuits des étoiles en termes de temporalité, c'est que le choix a été fait de créer cet événement au moment d'un essaim particulier qui revient tous les ans, un essaim météoritique qui s'appelle les Perséides. Le but du jeu, c'est de permettre à chacun et à chacune d'apprécier le spectacle des étoiles filantes. Donc il faut les voir. Et c'est quelque chose qui n'est pas prévisible. Simplement, il y a quand même des dessins qui reviennent régulièrement, donc c'est une garantie pour que chacun et chacune puisse avoir ce moment d'émerveillement, puisqu'il ne s'agit pas uniquement pendant ces soirées que de se contenter d'entendre quelqu'un vous raconter les étoiles, il s'agit aussi de vivre un moment de bonheur, de plaisir, d'émerveillement, de ressourcement avec le monde. Donc c'est un des partis pris justement de cette nuit des étoiles, à savoir une dimension épistémique, partage de savoir, mais aussi une dimension expérientielle, avec pour l'Association française d'astronomie et les clubs qui participent, la perspective de proposer aux gens de s'investir dans l'astronomie en tant qu'amateur. Donc voilà, il est possible de s'investir dans les sciences autrement. Alors évidemment, quand on parle de médiation scientifique, d'astronomie, il y a la traditionnelle soirée d'observation qui peut être instrumentée, mais vous avez aussi des soirées d'observation à l'œil nu. Mais il faut caractériser aussi d'autres temps. C'est là où c'est plus sympa, justement, quand j'ai cette grille d'analyse, on peut s'apercevoir que la nuit, elle est plus dense. Il y a les temps de contemplation. Alors si je m'intéresse au temps de contemplation, c'est notamment parce que c'est là où la relation communicationnelle va être un peu plus spéciale. Le temps d'observation, on a tendance à parler. Temps de contemplation, c'est plutôt non, tais-toi, je veux communier avec le monde. Donc on a un rapport communicationnel un peu différent. Vous avez des temps d'attente. Voilà, c'est un des temps les plus importants. Il faut attendre les étoiles qui apparaissent, il faut attendre la nuit, il faut attendre d'avoir son œil habituel à l'obscurité. Et il faut meubler le temps. Donc parfois on utilise des dérivatifs, c'est-à-dire qu'on va occuper ce temps pour faire des activités, notamment une activité de découverte du quart du ciel dont j'ai parlé dans quelques instants. Et puis vous avez un temps qui est extrêmement important, c'est les temps de commensalité, où on discute, on boit, on mange, on fait la fête. Alors comme objet de médiation, vous avez les cycles astronomiques,
avec, là, le but du jeu, c'est de s'intéresser aux représentamen, donc aux dispositifs qui permettent d'expliciter le temps. Alors, vous avez sur la gauche un dispositif qui est assez VIX, c'est une carte avec des temporalités qui sont inscrites. Puis de l'autre côté, vous avez une carte circulaire. Le but du jeu, c'est de mettre en correspondance le temps du ciel, pardon, un mois, une heure, et puis dans la fenêtre, vous avez le ciel qui apparaît. Sauf que pour que cet instrument soit vendu, utilisé le plus largement, le temps utilisé, c'est ce qu'on appelle le temps universel. Donc, il faut régler l'appareil en question. Et ça force à parler justement des usages du temps. Donc, voilà, ce que c'est que l'heure légale, ce que sont les fuseaux horaires, ce que c'est que le méridien de Greenwich. Donc là, ce sont les insuffisances d'un média qui crée, entre guillemets, une situation de médiation scientifique. Moi, je trouve ça super sympa. Vous avez d'autres formes de médiation, d'autres objets qui vont être utilisés pour parler du temps. Notamment, c'est lorsqu'on parle de la vie des étoiles. Là, c'est bien. Vous avez devant vous, de manière immédiate, une diversité d'étoiles. Et pour nombre de montreurs et montreuses d'étoiles, on peut mobiliser immédiatement des objets qui ont des âges différents. Et on peut se permettre justement de faire parcourir les vies des étoiles avec cet objet qui est immédiatement accessible. Alors vous voyez bien la fascination peut exercer. On vit une expérience immédiate et on a une temporalité immense qui se déballe devant vos yeux. Donc il y a de quoi quand même être relativement impressionné. Ça arrive assez souvent. Et donc ça, avec un récit qui est nécessairement anthropomorphisé, la vie, la naissance, l'existence et la mort des étoiles. Alors les formes expressives du temps, vous avez le fait que on essaye de matérialiser justement le passage du temps. Et on va le matérialiser avec le passage des astres à différentes positions. Alors dans un oculaire, c'est assez facile. Par contre, à l'œil nu, ça va obliger l'animateur ou l'animatrice de temporiser, de montrer à un moment une étoile, puis de revenir quelques temps plus tard et de montrer l'autre étoile, histoire justement de montrer ce temps qui se manifeste. Sous forme expressive, donc qui représente autre chose. Vous avez évidemment les années-lumière, minutes-lumière, secondes-lumière, donc le temps qui exprime une distance, un espace, avec ce leitmotiv, c'est regarder dans l'espace, en réalité c'est remonter dans le temps. Et puis, c'est là, alors puisque le temps commence à devenir un peu court, je vais m'intéresser un petit peu donc sur ce récit, sur les récits des constellations. On s'y intéresse pas beaucoup, on se dit bon, c'est des histoires, mais ça c'est génial, parce que justement vous avez un jeu entre temporalité qui est sublime. Vous avez devant vous des étoiles, donc là c'est le présent, qui évoquent des figures du passé à travers les constellations. Ces constellations sont associées à des récits de préférence mythiques. Donc ce sont des passés qui n'ont pas existé. Ce sont des passés virtuels. Mais ces passés virtuels sont l'opportunité de poser des problèmes contemporains. Exemple typique, quand on raconte l'histoire de la Grande Ourse, le viol de Callisto, on est plein dans l'actualité, toutes les situations justement d'abus entre hommes et femmes. Vous avez des légendes qui permettent de parler justement d'écologie, de médiation, d'écologie, de développement durable, en tout cas, toutes ces choses-là permettent... On a un temps qui est d'abord un temps de plaisir et qui se transforme au final en temps de militance. Bon, ensuite, très très vite, vous avez les temps comme processus. Alors là, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est les programmes qui sont généralement mis en confrontation avec le kairos météorologique. On prévoit des choses, mais on ne peut pas les faire. Vous avez les étapes d'observation. Et puis, je m'arrêterai là-dessus. C'est les temporalités comme cadre d'interprétation. Donc, c'est comment envisager justement l'investissement temporel des acteurs et des actrices, donc avec des approches dichotomiques, temps choisi, temps subi, temps payant, temps gratuit. Et moi, j'aime bien temps de travail, temps de loisir, notamment en mobilisant Robert Stevens, donc qui est un sociologue qui s'intéresse justement au loisir. Et on oppose trop facilement activité professionnelle ou loisir. Lui, il préfère détailler loisir occasionnel, orienté projet. L'orienté projet, c'est on s'investit le temps du projet, et les loisirs sérieux. Donc forcément, il y a une implication temporelle qui est différente et qu'il s'agit de regarder. Toujours, alors moi, je fais le parallèle avec les médiatrices et médiateurs scientifiques. Vous avez certains et certaines d'entre vous qui veulent devenir des professionnels de la médiation scientifique. De l'autre côté, il y a aussi des gens qui, dans leur carrière de loisirs, partagent les sciences.
C'est le cas des amatrices et amateurs d'astronomie, astronomes et astronomeux, amateurs, amatrices. Donc il s'agit de regarder scientifiquement comment justement ils se forment à la communication sur le tas, quand est-ce qu'ils font le choix de se confronter au public. Enfin, ça, c'est des questions à laquelle j'ai pas la prétention de répondre. Et donc je terminerai avec ça. Je suis désolé, c'était facile. Hop là, ça marche. D'avoir respecté le timing. Donc là, on va écouter Odile Chatterichvili qui va nous parler des femmes scientifiques, des mémoires à Wikipédia. Que transmettent les récits de vie de mathématiciennes, prémisse d'une recherche. Donc Odile est postdoctorante au LERAS, laboratoire d'études et de recherche appliquées en sciences sociales à Toulouse. Elle, donc ces travaux les travaux qu'elle va nous présenter maintenant se font après une thèse en littérature comparée sur la mise en récit du travail mathématique dans un corpus autobiographique. Et donc elle va nous parler du lien entre les sciences sociales, les cycles, les études littéraires et les récits de vie des mathématiciennes. Merci Odile. Tout ça. Merci beaucoup. Je suis très très contente d'être là et merci de me donner donc cette occasion de présenter le tout début d'une recherche. Donc il n'y aura pas beaucoup de résultats. Ce sera essentiellement des pistes, des explorations, des hypothèses, des questions que je me pose. Et le fil directeur donc de cette intervention sera le récit, et plus particulièrement les récits de vie au sens large. Alors je suis désolée de décevoir Clémence, mais je ne vais pas vraiment parler de mathématiciennes dans la fiction qui meurent. Enfin, elles sont pour certaines mortes, mais bon. Donc en essayant de penser les récits de vie comme des formes de médiation des sciences et la mise en récit comme un mécanisme d'élaboration d'information, de communication. Donc cette réflexion s'inscrit dans un travail sur les biais de genre, dans la construction des représentations des figures de scientifiques. Et je m'intéresse alors à l'origine, et encore particulièrement aujourd'hui, aux biographies et aux autobiographies, donc qui sont des lieux où il peut y avoir une expression de représentation à la fois individuelle et collective de ce que c'est la science, de ce que c'est la recherche, de ce qu'est la pratique scientifique, mais également des lieux d'expression d'inégalité de genre. Alors pourquoi les mathématiques? Enfin, en tout cas, quels sont les enjeux peut-être spécifiques aux mathématiques? Alors déjà, donc ma communication complémente ce que disait Clémence, puisque je vais parler plutôt moi du côté des chercheuses, des personnes qui sont professionnels qui font de la recherche en mathématiques. Alors dans les mathématiques, les mathématiques sont, je vais aller très très vite, mais une discipline de sélection scolaire, donc il y a cette particularité-là, une discipline de prestige, une discipline qui est très sous-féminisée. Donc Clémence en a parlé un petit peu. Moi, ce que je vous montre, c'est un graphique qui a été que j'ai trouvé sur le site de l'association Femmes et Maths qui montre la part des femmes à l'université. Et donc, en bleu, vous avez les mathématiques pures et appliquées. Donc, on est à 28%. Donc, c'était en 2020. Je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents, mais à 20% de femmes parmi les maîtres de conférences en mathématiques et 13% pour les femmes professeurs de mathématiques. Voilà, il y a des enjeux épistémiques, c'est-à-dire que la discipline est à part des autres sciences dans le cursus scolaire et dans les représentations, avec de forts stéréotypes genrés dans ces représentations. Et par ailleurs, les mathématiques entretiennent un rapport particulier à l'usage de la langue. Alors ça a intéressé mon côté littéraire, c'est-à-dire que dans les mathématiques, il y a un usage proprement mathématique de la langue commune. On va utiliser des termes qui sont issus de la langue commune en leur donnant un sens mathématique, mais donc ça va aussi nous intéresser pour des questions de médiation, de transmission. Et il y a d'ailleurs dans la médiation mathématique une articulation et parfois une tension entre ce que c'est la vulgarisation, ce que c'est l'enseignement. Donc voilà, il y a beaucoup des personnes donc, dans la communauté mathématique qui essayent de réfléchir à ces enjeux-là.
Et enfin, pour revenir à la sous-féminisation, il y a, et j'y reviendrai peut-être un tout petit peu, quand même une volonté de remédier à cette sous-féminisation, en tout cas des formes d'organisation intracommunautaire pour documenter ces aspects-là. Donc ça, c'est au sein de la communauté des mathématiciens, mais les mathématiciens et les mathématiciennes font l'objet de recherches depuis les sciences humaines, notamment dans la perspective donc de la sociologie, mais également des études de genre et des études féministes. Donc il y a notamment en anglais, à l'international, pas mal d'études qui vont essayer de croiser des types de sources et de documents, d'approches en histoire culturelle et en théorie de l'information pour produire une étude matérielle de la construction des parcours mathématiques et de la construction des savoirs. Donc il y a Maria Tamboukou qui travaille sur une généalogie féministe des automatographies à Londres. Donc automatographie, c'est un mot un peu barbare pour dire des récits de vie autobiographiques de mathématiques, des récits de vie mathématique. Ou Paola Govoni en Italie. Je reviens quand même à ce que je cherche à faire. Donc c'est un projet de postdoctorat qui s'appelle Récits de vie de mathématicienne, modèles narratifs et modèles sociaux des mémoires à Wikipédia, si je ne me trompe pas, et dans lequel j'essaye d'articuler plusieurs enjeux. Donc les formes discursives de la médiation mathématique, et j'entends par là comment on va mettre en mots les expériences de recherche et de création scientifique, donc ce qui ne relève pas aisément d'un matériau narratif. Il y a d'autre part les enjeux narratologique presque de la mise en récit de soi et des autres comme construction. Donc une mise en récit qui peut avoir une portée heuristique, on découvre des choses par la mise en récit, mais qui n'est pas un acte de discours neutre qui va reposer sur des constructions socio-culturelles et historiques. Et je vous ai mis une petite citation de Olga Pariromaskevitch, qui est la mathématicienne avec qui Clémence Perronnet a collaboré sur le livre Matheuse, et qui dit « Au début de nos vies, nous ne savons ni parler ni comprendre le concept de nombre. Plus tard, nous disons des choses comme « j'ai toujours aimé les maths » ou « j'ai toujours été nul en maths ». Et c'est assez intéressant parce que dans mon travail sur les autobiographies de mathématiciens, il y a effectivement cet aspect-là qui revient toujours. Alors ils disent pas forcément « j'ai toujours été bon en maths », mais on va toujours chercher dans son passé tout ce qui prouve, ce qui explique rétrospectivement et rétroactivement pourquoi on est devenu mathématicien. Et troisième entrée que j'essaye d'articuler, c'est l'étude des biais de genre et les phénomènes de marginalisation par le discours. Donc mes objectifs, en tout cas mon but, ce serait d'essayer de mettre en évidence, de décrire des formes discursives qui peuvent être minoritaires ou minorisées de la mise en scène de la pratique mathématique. Je vais essayer d'expliciter un peu mieux après, et de montrer le traitement de figures elles-mêmes minoritaires ou minorisées de cette pratique. Alors, je parle de récits depuis tout à l'heure. De quel récit je parle? Alors, j'ai un corpus qui, pour le moment, est très, qui est très multiforme. Donc, un corpus de récits de vie. Alors là, on est en littérature sur ce que Philippe Lejeune a théorisé sur l'autobiographie, mais également ce que Jean-Louis Janel a théorisé sur le genre des mémoires. Donc on a d'une part ce qui va relever de l'autobiographie, c'est-à-dire où l'auteur, en l'occurrence l'autrice, va être la protagoniste principale du récit. Donc c'est la même entité. Donc je travaille sur des autobiographies publiées, avec tout un questionnement sur quelles sont les maisons d'édition qui publient des autobiographies de mathématiciens et de mathématiciennes. Et également des formes un peu plus informelles, ou des formes numériques, par exemple des blogs. Il y a un deuxième ensemble de ce corpus, c'est les corpus où l'auteur ou l'autrice du texte n'est pas la protagoniste principale du récit, donc c'est les biographies. Donc pareil, des biographies publiées, tout type de textes à visée factuelle, des articles de presse, des pages Wikipédia, je vais y revenir plus longuement. Et alors il y a ce dont parlait Clémence, des romans biographiques, toutes les œuvres de fiction, alors textuelles et également audiovisuelles, qui
qui vont montrer des mathématiciennes. Et après, il y a tout un tas de productions qui ont un statut auctorial intermédiaire. Alors des entretiens, alors j'envisage de mener des entretiens, donc voilà, c'est voilà, qu'il y a un récit qui produit ce récit. Il y a des autobiographies qui sont coécrites, voilà, quel est le statut des interviews, des romans autobiographiques, etc. Donc c'est un gros paquet, encore pas très bien, défini. Donc l'idée, ça va être d'analyser ces récits, entre autres avec des outils lexicométriques, pour voir ce qui ressort, les éléments saillants, enfin voilà, les particularités des récits dans leur ensemble, donc des aspects biographiques et des passages qui vont relever plus particulièrement de la vision de la conception des sciences, donc plus l'aspect épistémologique. Et également sur le rapport à l'écriture. Donc, qu'est-ce qu'on écrit quand on écrit des mathématiques et qu'est-ce qu'on écrit quand on écrit un récit sur soi-même faisant des mathématiques. Alors, j'ai parlé de Wikipédia, donc je vais m'arrêter un tout petit peu là-dessus. Donc, c'est une partie de mon corpus. Et donc, mon projet de postdoc s'inscrit dans un projet de recherche collectif qui s'appelle Wikif, qui existe depuis 2022 et qui vise à documenter les biais de genre dans la production et la diffusion des savoirs scientifiques sur Wikipédia. C'est à l'Université de Toulouse et ça rassemble des chercheuses et des chercheurs en géographie, en sociologie, en sciences de l'information et de la communication. Alors, de manière générale, Wikipédia, qui a été créé en 2001, qui est le 7e site internet le plus consulté au monde, voilà, qu'on appelle... Alors, là, je cite il y a beaucoup de productions de recherche sur Wikipédia, mais il y a une expression qui est un commun numérique de connaissances, avec des cadres éditoriaux très particuliers. Donc, je vais revenir un petit peu là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est que depuis août 2024, c'est écrit devant vous, le pourcentage de biographies de femmes sur la version francophone de Wikipédia a dépassé les 20%, ce qui est peu. Et ce qui n'est pas pérenne, puisque comme Wikipédia évolue constamment, le nombre de biographies augmente et que ce sont plus des biographies d'hommes, voilà, ce nombre évoluera. Donc ça, c'est le premier aspect. Ce que fait Wikif, c'est d'une part de constituer un corpus de pages Wikipédia de femmes scientifiques. Donc c'est vraiment, j'aurais dû mettre Wikif, c'est Wikipédia et les femmes scientifiques. Donc avec des extractions de données qui vont être analysées et qui se focalisent sur 6 disciplines qui sont la sociologie, la physique, l'histoire, la géologie, la géographie et les mathématiques. Et voilà donc ce qui a pu être produit par Wikif. Donc, qui a permis de déterminer que, donc, on est sur la Wikipédia francophone, donc il y a plein d'enjeux avec le fait qu'il y a plein de langues et que, évidemment, ces chiffres ne sont pas les mêmes partout, mais que la proportion de biographies de femmes scientifiques est inférieure à ces 20% de biographies de femmes en général sur Wikipédia. C'est-à-dire qu'à part pour la sociologie, où dans toutes les pages de sociologues, vous avez 24% de pages de femmes, pour les autres disciplines, c'est moins. Et pour les mathématiques, c'est 14,5%. Donc 14,5% des pages Wikipédia de femmes scientifiques qui sont... des pages Wikipédia de mathématiciens qui sont des pages de mathématiciennes. Donc ça, c'est l'approche... L'approche quantitative proposée mise en œuvre par Wikif va permettre de documenter les dynamiques à l'œuvre, donc de montrer comment vont se manifester l'effet Mathilda dont parlait Clémence Perronnet, donc l'invisibilisation des travaux scientifiques et l'invisibilisation dans les médias, qui sont deux aspects qui vont expliquer certains problèmes d'admissibilité liés à un manque de sources, c'est-à-dire que sur Wikipédia, il y a des sources qui sont considérées comme bonnes pour que l'article soit admissible et d'autres qui sont considérées comme ne permettant pas l'admissibilité, n'étant pas admissibles. Mais s'il n'existe pas de source parce qu'une chercheuse ou une scientifique a été invisibilisée d'une manière ou d'une autre, ça ne préjuge pas pour autant de son importance, notamment dans le champ scientifique.
Wikif donc travaille également sur les mobilisations pour la rédaction de pages de femmes, et notamment autour d'un projet qui s'appelle les 100 pages, qui a beaucoup contribué au fait qu'on arrive à ce chiffre de 20% de biographies de femmes sur la Wikipédia francophone, et montre aussi donc le retour de bâton, le rattrapage masculin, c'est-à-dire que les 100 pages, ce collectif est confronté à une forte opposition d'une partie de la communauté Wikipédia. Je vais le développer après. L'analyse quantitative montre aussi l'homophilie des contributions, c'est-à-dire que les hommes écrivent extrêmement majoritairement des pages d'hommes. Il y a des déséquilibres entre les liens sortants et entrants, ça je vais en reparler après, c'est-à-dire que des personnes qui sont citées sur les pages de femmes ne vont pas citer ces pages de femmes en retour. Et enfin, il y a une fréquence différenciée de certaines thématiques ou catégories, c'est-à-dire qu'une page de femmes scientifiques aura plus souvent une section vie privée qu'une page d'hommes scientifiques. Donc ça, c'est des résultats qui n'ont pas du tout été trouvés par moi, mais par les collègues que j'ai rejoints tout récemment. J'ai pas mis de chrono, donc je ne sais pas trop où j'en suis, mais voilà. Donc D'accord. Donc Wikif met en place donc une méthodologie mixte. Donc j'ai parlé des approches quantitatives. Il y a également une approche qualitative qui a porté jusqu'à présent sur les positionnements de la communauté à l'égard donc des efforts de mise en visibilité de femmes scientifiques dans l'encyclopédie. Et ce qui est issu de ces recherches, c'est la mise en évidence de deux positions. L'une qui a été nommée l'orthodoxie wikipédienne. Donc c'est l'idée que ce qui compte, ce qui fait référence, c'est le cadre normatif de l'encyclopédie, c'est-à-dire qu'il faut traiter de sujets notables et non originaux, donc ne pas produire de la donnée ou des connaissances pour remplir Wikipédia, qu'il faut une neutralité des points de vue, c'est-à-dire ne pas pousser l'un ou l'autre point de vue, et est très mal vu dans le cadre de cette orthodoxie wikipédienne, ce qu'on appelle le POV pushing, donc le fait de pousser un point de vue, donc ce qui va être analysé comme des formes de militantisme, et par exemple de militantisme féministe qui essaye d'augmenter le nombre de pages de femmes. Il n'y a pas de vocation à la remédiation. C'est-à-dire, il y a l'idée que Wikipédia ne fait que refléter une réalité sociale et médiatique, que cette réalité peut-être est inégalitaire, pardon. Donc oui, il y a des inégalités, mais Wikipédia n'a pas vocation à réparer cela. Donc ça, c'est une première posture. Et il y a une autre posture qui est celle du progressisme épistémique, qui va s'appuyer sur des travaux scientifiques sur les inégalités épistémiques de genre, et qui va construire une réflexion sur le rôle que peut et que devrait jouer Wikipédia et la communauté wikipédienne là-dedans, notamment en repensant la construction culturelle, médiatique et discursive de la notoriété. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est notable ou non? Et donc tout ça va justifier la mise en œuvre d'actions éditoriales spécifiques comme les actions des 100 pages. J'en reviens aux mathématiciennes. Donc, la proportion de femmes, je le disais, est de 14,5%. Et une partie de mon travail à venir, et malheureusement, je ne pourrai pas vous présenter aujourd'hui, ce sont des analyses des contenus des notices, notamment des analyses lexicométriques pour repérer d'éventuels biais linguistiques. Là, je m'appuie sur des travaux qui ont déjà été faits, mais en réutilisant les méthodes pour essayer de voir quels sont les types de termes utilisés pour parler de quoi. Et je voudrais également mener des entretiens avec des femmes scientifiques, des mathématiciennes et des contributeurs et des contributrices pour essayer de déterminer des éléments de motivation et de définition de toutes ces notions de notoriété, de source dans le rapport à l'écriture. Et donc, en gardant en tête les possibles spécificités du fait des particularités épistémiques des maths. Donc, ce dont je vous ai parlé très rapidement au début. Voilà, est-ce que ça joue et comment ça joue dans l'écriture? Alors, là, je me concentre beaucoup sur les pages Wikipédia, mais je rappelle que mon corpus est bien plus vaste et du coup, je vais y arriver. Comment, voilà, les enjeux et les questions circulent au sein de ce corpus. Une question que je me pose également, c'est est-ce qu'il y a un rôle de
la structuration de la communauté mathématique autour de ces questions de sous-féminisation de la communauté, c'est-à-dire est-ce que le fait qu'il existe une association femmes et maths, qu'il existe ce qu'on appelle un forum parité, donc avec à la fois des réunions annuelles, bisannuelles je crois, et une liste de diffusion pour parler de ces problèmes, va pouvoir jouer un rôle. Donc mes questions de recherche, je vais juste les dire, donc portent sur la nature, la construction et la publicisation, la médiatisation des récits, donc pas seulement Wikipédia, mais tout cet ensemble de ce corpus multiforme dont je parlais, sur les manières possibles, c'est une hypothèse qu'il va falloir vérifier, dont les réalités sociologiques et politiques des femmes en maths transparaissent. Et ça va passer par la question de qui prend la parole et qui raconte les histoires, c'est-à-dire à la fois pour les autobiographies, quelle voix on va entendre ou quelle voix on ne va pas entendre, qui va se taire, qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on ne dit pas, et comment ce que je vais appeler les biographèmes, donc certains aspects qui vont définir biographiquement une personne et les modèles narratifs vont circuler dans ce réseau de récits. Et est-ce que donc les façons de représenter les personnes pratiquant les mathématiques sont identiques selon qu'il s'agisse d'hommes et de femmes, et est-ce que la représentation de la pratique des mathématiques va être identique ou différente? Alors, quelques éléments de la phase exploratoire que j'ai menée, c'est très rapide parce que je viens de commencer ce postdoc. Donc ça va s'appuyer en partie sur un état de l'art, donc parce qu'il y a déjà eu des travaux sur les récits de vie de mathématiciennes, et également un premier carottage dans mon corpus, et notamment dans le cas pratique de Sofia Kovalevskaya, qui est pratique parce qu'elle est pratique à deux sens du terme, elle est l'autrice et l'objet de nombreux récits de vie, donc vous avez un tout petit panel ici, des récits de vie qui sont historiques mais aussi fictionnels. C'est une figure incontournable de la médiation mathématique liée au genre, c'est-à-dire qu'elle est présente dès qu'on parle de femmes en maths, on va parler de Sofia Kovalevskaya à un moment ou à un autre. Elle n'est pas la seule, mais elles ne sont pas nombreuses. Et elle a une page Wikipédia en 75 langues. Donc ça va être, je vais montrer un peu qu'est-ce que j'ai pu trouver au sujet de Kovalevskaya sur les différents aspects des modèles discursifs que j'ai pu trouver. Alors, je ne sais plus si c'était la... Non, c'est pas la dernière version de mon... Bon, c'est pas grave. Ok, alors... déjà, il y a un discours sur l'incompatibilité entre féminité et science qui peut être notamment une incompatibilité physiologique, donc, et la présence dans les propos, les récits biographiques, mais également parfois les récits autobiographiques, la présence d'un rapport au corps qui va être souvent dénigrant, ou alors, du côté de la masculinité, donc une mathématicienne qui réussit a des aspects masculins. Alors, pour Sofia Kovalevskaya, dans les textes sur elle, on va trouver des sous-entendus sexistes dans les Men of Mathematics d'Eric Temple Bell. Donc, c'est un recueil de biographies de mathématiciens, mais également dans une biographie écrite par une amie de Sofia Kovalevskaya, Anne-Charlotte Mittag-Leffler. Il y a tout un propos sur l'incompatibilité entre bonheur conjugal et bonheur mathématique. Plus précisément, cette amie de Sofia Kovalevskaya ne comprend pas, elle était persuadée que Sofia Kovalevskaya est malheureuse de faire des mathématiques parce que ça l'empêche de faire d'autres choses. Ça, c'est des analyses qui ont été produites par Michèle Audin, qui est une mathématicienne et historienne et écrivaine passionnante. Les analyses de Suzanne Damarin montrent que les biographies de femmes, de mathématiciennes, évoquent un rapport systématique au masculin. Leur rôle de fille, de mère ou d'épouse, ou leur résistance par rapport à ces modèles, à ces relations de genre, dont on ne retrouve pas d'équivalent chez les hommes. Alors, une petite illustration, un petit exemple. C'est une comparaison très, très rapide, mais
Non, c'est pas ça que je voulais faire. Pardon. C'est pas encore ça. Donc j'ai regardé les liens sortants de la page Wikipédia francophone de Sofia Kovalevskaya. Donc qui sont les personnes dont le texte de Wikipédia dit que Sofia Kovalevskaya a entretenu des relations avec ces personnes. Donc toute une liste de mathématiciens. Et je suis allée voir sur la page Wikipédia de ces mathématiciens pour voir si, en retour, il était fait mention de Sofia Kovalevskaya. Donc sur les 18 notices d'hommes que j'ai notées, seules 4 mentionnent la mathématicienne, l'une d'entre elles étant celle du mari de sa sœur, une autre étant celle de son premier mari, mais par contre son deuxième compagnon connu, sa page Wikipédia ne mentionne pas Sofia Kovalevskaya. Voilà. Il y a également son mentor, et un mathématicien grâce à qui elle a obtenu un poste. Donc il y a à chaque fois voilà, une relation de cet ordre. Eh bien oui, 1 minute. Et donc il y a également donc une place plus grande accordée au sujet intime. Donc là vous avez donc la colonne de gauche, une analyse lexicométrique très sommaire, mais de la page Wikipédia de Sofia Kovalevskaya. Donc j'ai pris juste les 25 premiers noms lématisés. Donc vous avez voilà tout un champ lexical de la famille, notamment du couple, qui ne va. Alors j'ai comparé. Alors faudrait évidemment faire quelque chose de beaucoup plus robuste, mais avec Laurent Schwartz, alors qui pour le coup est un mathématicien du XXe siècle. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont incomparables, mais les deux ont écrit une autobiographie, et Laurent Schwartz parle dans son autobiographie de sa famille, de sa femme, de ses enfants. Et ça ne transparaît pas du tout dans sa page Wikipédia, puisque ce qui va ressortir, qui n'a pas de rapport avec les mathématiques, c'est plus la dimension historique et politique de son parcours. Et enfin, on a toute une rhétorique de la pionnière et de l'exceptionnalité qui va être très, très présente, dont on a déjà un petit peu parlé. Et cette rhétorique de l'exceptionnalité a pour corollaire de souligner que les femmes qui arrivent sont des cas particuliers d'une norme neutre qui est toujours masculine, et qui va également entraîner la question du biais du survivant, c'est-à-dire ça va être intéressant de voir comment les mathématiciennes qui ont réussi, du coup, qui sont devenues mathématiciennes, parlent, mais là, Clémence l'a déjà évoqué, de qu'est-ce qui leur a permis de réussir. Voilà, alors oui, non, pour la question de la rhétorique de la pionnière, sur Wikipédia, on peut noter par exemple que dans le corpus Wikipédia Maths, l'expression première femme arrive 281 fois, l'expression premier homme 4 fois. Il y a des catégories pionnières, or pionnières de l'informatique par exemple. Alors, cette catégorisation est faite 42 fois pour les 14,5% de pages de femmes, alors que la catégorie pionnier n'apparaît que 20 fois. Après, cette analyse a des limites, puisque le terme pionnière apparaît 54 fois, mais pionnier apparaît 385 fois. Donc voilà, je ne sais pas où ça va, mais ça va quelque part. J'avais toute une deuxième partie sur la question des mathématiques et des femmes mathématiciennes dans la médiation des sciences, mais je vais devoir m'arrêter ici, du coup, avec un petit aperçu de ce que j'aurais raconté. Je vous remercie pour votre attention, et puis peut-être je pourrais dire 2-3 choses pendant les questions. Beaucoup, Odile. Donc, on va passer aux questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle Oui. Avec le micro de alors, première question. Okay. Bonjour. Bon, une question facile, ce serait de vous demander de continuer à raconter ça, mais alors j'avais une question qui s'adresse évidemment plutôt à vous deux, mais plus généralement à tous les quatre. J'ai découvert il y a quelques années un musée extraordinaire à Stockholm, qui est le musée d'histoire des femmes de Stockholm, et qui raconte notamment que beaucoup de femmes
scientifiques ont interrompu leur carrière ou se sont mises au service de la documentation de la vie de leur mari, et qu'elles ont beaucoup documenté l'histoire de leur mari qui était scientifique, ou de leur frère, de leur père, enfin, en tout cas d'hommes de leur famille, et que c'est elles qui ont documenté, produit des archives avec lesquelles on a ensuite fabriqué les récits. Et on a fait de ces hommes-là, évidemment, des grandes figures. Or, ce que je trouve intéressant, est-ce que vous avez aussi retrouvé des choses comme ça dans vos travaux sur ces récits de vie? Et ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que dans ce travail-là, c'est quand même les femmes qui sélectionnent et qui font un travail un peu de curation, c'est-à-dire de choisir ce qui va être dit, ce qui va être. Et est-ce que on n'a pas été plus loin avec les personnes dans ce musée sur cette question-là, mais je me disais que c'était intéressant de savoir comment ces femmes faisaient cette sélection, et est-ce qu'elle serait différente de ce qu'un homme produirait dans une autobiographie qui serait fabriquée par lui-même. J'ai pas de réponse à cette question. Je vais répondre un peu à côté comme souvent, et ça me permettra de parler de trucs que je voulais dire. Non, enfin c'est hyper intéressant, et c'est effectivement une piste très importante. Et effectivement la question du travail des couples dans la science et dans les sciences et dans la pratique mathématique, c'est hyper intéressant. Et il y a des choses qui sont faites. C'est un des points que dans l'équipe Wikif on va chercher aussi à travailler, cette question des couples. Après, sur le fait que les femmes choisissent et écrivent sur pour mettre en valeur, ça me faisait penser à une autobiographie de Julia Robinson, qui est une mathématicienne, qui a en fait été écrite par sa sœur, qui était biographe de mathématicien. Voilà, donc c'est un cas intéressant de fausse autobiographie. Donc ça se présente vraiment comme une autobiographie, mais ça n'en est pas une. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que ça me renvoie à ce que vous dites, mais je m'écarte un peu à la question de comment... du fait que les discours sur les figures de scientifiques gomment souvent les liens qui sont faits, même entre scientifiques, les collaborations, les choses comme ça, et c'est très très prégnant, je trouve, pour les femmes. Par exemple, il était fait mention de Sophie Germain, sa page Wikipédia parle de Gauss, par exemple, avec qui elle a collaboré. Sur la page de Gauss, il est fait mention de Sophie Germain, mais parmi ses nombreux correspondants. Et c'est tout. Voilà, la nature de la collaboration n'est pas développée. Bon, ça, c'est un discours sûr. Mais ce qui me frappe, par exemple, et là, comme ça, je peux dire un petit truc que je voulais dire, et après, je rends le micro, c'est que dans la médiation des mathématiques, quand on va parler de mathématiciennes, ça va souvent être sous la forme de listes de portraits de mathématiciennes, et donc elles sont chacune dans leur case. Vous imaginez, il y a plein d'exemples, quoi. C'est des posters avec un portrait de mathématicienne, parfois de quelque chose qu'elle a trouvé ou inventé ou dont elle a été privée par l'effet Mathilda, mais que les liens entre les mathématiciennes, entre elles et avec le reste de la communauté, n'apparaît que peu. Voilà, donc j'ai pas répondu, mais j'ai dit des choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui. En fait, j'avais juste une question par rapport à Wikipédia. Enfin, vous avez parlé en fait, ma question serait quelles sont les contributeuses femmes qui écrivent sur Wikipédia? Parce qu'au final, on avait les chiffres des femmes qui sont mentionnées. Mais ce serait intéressant de voir si, par exemple, il y a 80% d'hommes qui écrivent sur Wikipédia. Ce serait entre guillemets plutôt logique qu'il y ait que 20% de femmes qui soient mentionnées. Alors, j'ai pas les chiffres précis en tête, mais ce dont je me souviens des résultats de Wikif, c'est que, alors oui, de fait, il y a beaucoup moins de contributrices sur Wikipédia que de contributeurs, et que c'est pas naturel, c'est-à-dire que Wikipédia n'est pas un environnement très agréable pour les femmes, de plein de manières différentes. Il y a une homophilie, c'est-à-dire que les hommes écrivent sur les hommes, mais il se trouve que les femmes écrivent sur les femmes et sur les hommes. Donc, est-ce que c'est normal?
peut-être pas. Enfin, on n'est pas obligé de n'écrire que sur le même genre. Donc, évidemment, oui, ça joue. Et on va approfondir ces recherches-là. Ça explique, mais j'ai envie de dire, ça ne justifie pas. Mais parce que du coup, c'est effectivement aussi une des raisons des tensions internes à la communauté, quoi. Que c'est un milieu qui est assez masculin et ça peut être dans le mauvais sens du terme. Ouais, du coup j'ai le micro. Moi c'était plutôt pour Clémence. Merci pour la présentation, c'était super clair et vraiment hyper intéressant. Mais du coup je me demandais, quand vous avez intervenu auprès c'était des lycéennes, ouais. Comment est-ce qu'elles ont reçu votre intervention, parce que du coup vous êtes aussi venue comme femme scientifique, donc c'est... Merci beaucoup. Alors, pendant les stages, on était, Alice Pavie et moi, présentes en tant que sociologue, observatrice et pour réaliser les interviews. On a plus ou moins fait partie du décor pendant les 2 semaines, avec des interactions pas inintéressantes, parce que c'est vrai que quand on se retrouve dans un milieu complètement mathématique, la place subalterne des sciences sociales se fait vraiment sentir. C'est-à-dire que par rapport aux chercheurs et aux chercheuses en mathématiques qui étaient omniprésents, puisqu'ils encadraient le stage, ma collègue sociologue et moi, on ne passait pas pour des scientifiques. Et j'ai eu des interactions assez intéressantes avec certaines des adolescentes, notamment une qui s'est adressée à... Alors, Alice Pavie, à ce moment-là, elle était doctorante, donc elle a peut-être 1 ou 2 ans de moins que moi, en lui disant « Mais t'es étudiante ?» Alors, elle disait « Non, je suis doctorante. » Et à moi, pareil. « Et toi, t'es étudiante ?» Je lui dis « Bah non, moi, j'ai déjà une thèse. » Et c'était à une adolescente qui savait très bien ce qu'était une thèse, puisqu'elle venait de nous expliquer qu'elle allait faire une thèse, etc. Et elle est revenue me voir le lendemain pour me dire « Ah, et ton mémoire Je dis non, toujours pas. Et j'ai eu une autre interaction avec elle où donc là quand même on lui dit non, on est des scientifiques. Et à un moment où on était toutes les deux assises dans les gradins pour prendre des notes, cette même ado nous a dit ah elle est belle la science. Donc c'était des symboles assez forts en fait de la distinction entre la vraie science qui était représentée par les chercheurs et les chercheuses en mathématiques qui créer beaucoup d'admiration et de respect chez les adolescentes, et puis les sociologues qui s'asseyaient par terre, quoi. Donc notre statut de scientifique n'était pas du tout mis en avant, mais aussi volontairement, puisque c'était aussi volontaire de notre part de nous asseoir par terre pour nous fondre dans le décor et nous mêler à ces adolescentes pour avoir bien sûr leur point de vue. Depuis que j'ai mené cette enquête, je fais des restitutions des résultats auprès de lycéens et de lycéennes, principalement des lycéennes et souvent dans des contextes non mixtes. Et là, il y a plein d'autres choses qui apparaissent où là, du coup, le statut de scientifique est visible puisque j'ai un micro et je suis devant une estrade. Et là, les réactions sont très intéressantes parce que je fais rarement la partie sur les modèles, mais je fais plutôt la partie sur le sexisme. Et là, c'est assez intéressant et ça me conforte dans l'idée que c'est très important d'aller restituer les résultats de ce genre de travaux aux adolescentes aussi. Ça rejoint un peu tout ce qu'on peut faire sur la médiation scientifique, la médiation des sciences sociales, c'est extrêmement mal fait également en général, sans doute encore pire que la médiation de la physique quantique. Et alors que c'est crucial si on veut arriver à faire repasser les messages aux principales concernées, donc là les ados. Bonjour, Stéphane Jean Jailly, maître de conf en sciences de l'information et de la communication. C'est plus une remarque qu'une question à propos de l'homophilie. Parce qu'on a une bande dessinée de vulgarisation scientifique à destination des enfants, vulgarisation médicale même. Le héros s'appelle Raphaël et il a été inventé par 2 autrices, une dessinatrice et une autrice. Et le directeur scientifique était Daniel Reichwart, pour ceux qui connaissent peut-être. Et du coup, pendant les 10 ans de Raphaël, on a eu une remarque d'une étudiante en master métier du livre qui a dit « Mais pourquoi c'est encore un garçon ?» Et là, pour le coup, c'est des femmes qui avaient décidé. Et puis, elles étaient vraiment surprises. Elles ne s'étaient jamais posé la question d'avoir choisi de mettre un garçon au centre. En fait, l'homme, c'est le neutre. Enfin, le masculin, c'est le neutre. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question. Alors que si on met en scène ou si on parle d'une femme, c'est un événement, c'est quelque chose. Enfin, il faut y réfléchir, quoi.
Alors, merci beaucoup, c'était passionnant. Malheureusement, le temps manque. Alors, je vais vous poser 3 questions très rapides à chacun de vous 3. D'accord. Vous n'aurez peut-être même pas le temps de répondre, mais je vais quand même les poser. Alors, tout d'abord à Guillaume. Bon, alors l'analyse par les temps, alors j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Du coup, ça me conduit à te poser une question, qui est vraiment une question de fond, en fait, sur la manière dont on fait la médiation scientifique. On sait très bien que la nuit 2, c'est vendeur. En fait, la nuit de la voix, il y a du monde. La nuit des étudiants au musée, on refuse l'entrée à des étudiants, tellement il y en a, etc. Bon, et la nuit des étoiles, alors, tu as en plus la valeur ajoutée du fait que c'est un phénomène naturel. Alors, est-ce que vous avez des discussions sur quand même ce truc assez incroyable qui consiste à s'appuyer sur un phénomène naturel, mais à le faire ce jour-là, et s'il y a des nuages, c'est pas grave, on le fait quand même ce jour-là. Alors qu'on sait faire des flash mobs et que on est quand même à une époque où on peut dire, bah attendez, on se rassemble tous, mais quand le ciel est dégagé. Donc ce soir, il est pas dégagé, bah on n'y va pas. Et là, il y a quand même une espèce de grand écart entre le temps institutionnel, finalement le temps d'une forme de communication institutionnelle, et puis le temps de la nature. Je suppose que vous devez discuter de ça, mais je me suis posé la question. Pour Clémence, la question des modèles contre-productifs, alors moi j'y réfléchis aussi dans un autre domaine que tu connais, hein, plutôt l'éducation artistique, et il me semble que toujours avoir des artistes avec des récits de vie glorieux, etc., une extraordinaire compétence, j'ai tendance à penser que ça peut être assez contre-productif, puisque finalement leurs récits de vie sont toujours présentés comme des vies totalement extraordinaires par rapport aux vies ordinaires des élèves et de leurs familles. Et je me dis que parfois on met des choses en place avec les meilleures intentions du monde, mais qu'on crée vraiment des formes de dissonance et même de renforcement du sentiment de l'inégalité, de l'illégitimité. Donc ça m'a beaucoup parlé. Je voulais savoir si tu pensais que ce que tu dis à propos des filles vaut aussi pour les garçons, justement. Et enfin, pour Odile, alors sans doute par ignorance, ce débat passionnant entre orthodoxie wikipédienne et progressisme épistémique, il se passe où, concrètement ? C'est où est-ce que ça se discute? Donc vous avez 180 secondes chacun pour y répondre. Alors moi, ça va être rapide. Il y a déjà une littérature abondante dans un domaine qui s'appelle les Night Studies, donc n'hésitez pas à aller consulter justement les ouvrages et articles sociologiques qui abordent la nuit et les temporalités nocturnes. Par rapport à cette question de faut-il toujours faire des activités de nuit, je parlais des fameux nuages qui rendent le ciel indisponible. Je renverrai facilement, très aisément vraiment, à la pensée d'un philosophe allemand, un sociologue qui s'appelle Hartmut Rosa, et qui envisage un cadre particulier qui s'appelle l'indisponibilité. Et moi, je dirais volontiers que l'astronomie et les nuits des étoiles, effectivement, on a l'impératif de montrer le ciel. C'est une exigence, notamment parce qu'on peut avoir des surprises, même si la météo est peu engageante, et c'est généralement les moments les plus impliquants. On a une météo qui est absolument dégueulasse, on arrive à voir un bout d'étoile et c'est une expérience que certaines personnes n'oublient pas de toute leur existence, voire Saturne entre les nuages. Donc il y a vraiment une dialectique qui s'instaure entre cette disponibilité et cette indisponibilité. Est-ce qu'il faut toujours faire des choses le but du jeu, c'est de créer du lien, donc c'est y réfléchir justement cette relation à l'objet. Est-ce qu'il doit toujours être là? Des fois, ne pas être là, c'est sympa. Merci Marie-Christine. Oui, la comparaison que tu fais avec l'éducation artistique et culturelle marche à plein. Et notamment sur la variable classe sociale. C'est-à-dire que j'avais vu également des retours d'expérience et des analyses sociologiques de rencontres entre des artistes et des enfants, et j'en ai fait moi-même également dans d'autres enquêtes, où il y a des discours tenus par les artistes qui sont invités pour encourager la créativité et améliorer le rapport à l'art des jeunes, qui dans les classes populaires sont complètement contre-productifs, notamment, donc pour les filles comme pour les garçons, notamment parce qu'ils sont porteurs de cette idée que l'art permet de s'extraire et de sortir de sa condition, avec le message qui est quand même votre condition est nulle. Et ça, c'est terrible, parce que si on insiste vraiment sur cette idée qu'il faut sortir, il faut se surpasser, il faut aller au-delà, mine de rien, le message qui passe quand même, c'est vous êtes dans le trou, finalement.
Et ça, voilà, ça a exactement ce même effet. On pense bien faire, et en fait, ça remet une pièce dans la production des stéréotypes et des discriminations. Donc la comparaison marche très bien. Moi, je vais laisser la parole pour répondre à Muriel. Ouais, du coup, c'est moi qui vais te répondre parce que c'est moi qui ai travaillé sur le projet WikiF en partie. Et donc, le corpus sur lequel a été mis en évidence ces deux approches éditoriales, c'est le Bistrot, qui est un forum de Wikipédia, sur lequel, donc c'est un forum journalier, donc tous les jours il y a les pages du Bistrot, et dans lequel il y a toute une réflexion des contributeurs, pas tous les contributeurs les plus actifs en général y participent, et dans lequel on note vraiment deux approches très différentes du projet éditorial Wikipédia. Voilà. Alors s'il nous reste 5 minutes, moi j'avais prévu 2-3 questions. Donc j'avais évoqué la question du récit comme ce qui me semble être un fil conducteur, et en fait il me semble que Odile et Clémence en ont beaucoup parlé, mais par contre j'aurais été intéressée par entendre sur la question de l'astronomie, en fait, comment Guillaume perçoit la question du récit, et la question inversement de la temporalité. J'aurais trouvé intéressant d'entendre Clémence et Odile. Au niveau de Odile, c'est dans les biographies, notamment le temps professionnel, le temps loisir, comment c'est évoqué, et puis est-ce qu'il y a une évolution temporelle entre les mathématiciennes du début du XXe et celles d'aujourd'hui, par exemple, et dans le cas de Clémence, voir s'il y a une évolution des modèles, mais je ne sais pas du tout si ça a été fait ou pas, selon l'âge, et notamment entre des ados et puis de jeunes adultes qui sont en études supérieures, si ça change et s'il y a des choses qui ont été faites là-dessus. Concernant donc le récit, effectivement, j'en ai pas beaucoup parlé, si ce n'est en évoquant le cas des constellations, dont je disais, moi, la surprise, c'est pas vraiment une surprise parce que je suis impliqué dans le dispositif et que je suis même acteur de ce type de démarche, mais en la réfléchissant, c'est le fait de pouvoir justement transformer un récit du passé pour pouvoir évoquer les problématiques du présent. Donc, on observe ce qui peut se passer, les récits des constellations, ils peuvent permettre de mobiliser des discours contre le sexisme, je disais tout à l'heure les problématiques environnementales, lorsqu'on évoque par exemple les traditions hindoues sur la représentation de la grande ours, des représentations qui sont relativement anciennes, tout à coup quand vous faites le dessin sur une tablette, vous avez une croix gammée, donc c'est l'occasion de parler justement de la montée de l'extrême droite. C'est là où moi je suis heureux, c'est vraiment ces moments de trivialité où il y a une transformation, et là elle est vraiment une transformation temporelle, un temps du passé qui permet d'expliciter les temps du présent. Alors il y a la dimension narrative quand on parle du récit, mais en termes de communication, si c'est comme ça que tu envisages le récit, faut être honnête, la plupart du temps c'est un discours qui est vulgarisateur, descendant, mais dans une relation de proximité et de dialogue qui change un peu la donne. En plus, ça sert de point de démarrage, généralement, le moment où on explicite les étoiles, et puis il y a la dimension où tout à coup il y a l'affect, pourquoi vous faites ça, qu'est-ce qui vous intéresse, et là il y a toute une dimension humaine, avec la possibilité à travers les récits des animateurs astronomes, des animatrices, montreurs et montreuses de ciel, de partager leur expérience et de donner envie aux autres de vivre l'expérience de l'astronomie amateur. Donc il y a un partage d'expérience qui permet de créer, et j'insiste sur ce terme de carrière de loisir, c'est un point d'entrée à la possibilité de faire de l'astronomie amateur, et derrière de partager aussi des savoirs. Donc voilà, c'est un axe de recherche qui me semble intéressant. On s'intéresse beaucoup à la médiation professionnalisée. C'est quoi les parcours de loisirs en termes de partage des savoirs, ça peut être un moment intéressant. Alors la temporalité, alors temps pro, temps loisir, il y a plusieurs éléments de réponse dans les quelques autobiographies de mathématiciennes que j'ai pu lire ou feuilleter. Alors il y a d'une part plusieurs cas de textes qui ne sont que des récits de formation, et je les trouvais plus pour les femmes que pour les hommes, donc qui s'arrêtent au bout d'un moment. C'est le cas par exemple de Sofia Kovalevskaya qui écrit des souvenirs d'enfance. Alors après elle est morte assez jeune, donc, et elle écrivait beaucoup, donc elle a peut-être pas eu le temps d'écrire la suite.
Il y a donc la première autobiographie de mathématicienne française que j'ai trouvée, c'est celle d'Yvonne Choquet-Bruat aux éditions Odile Jacob. Alors ça, j'aurais pu aussi en parler, mais et où c'est très net qu'elle met beaucoup en avant. Enfin, ça apparaît dans la table des matières, mais des éléments de vie quotidienne, en tout cas de vie personnelle. Alors je sais pas si c'est des choses de temporalité, mais il y a un chapitre mon mariage, mon ménage se dégrade, divorce, mes enfants. Enfin voilà, c'est-à-dire que dans la table des matières apparaît vraiment cette temporalité-là de la vie, alors que dans les autobiographies de mathématiciens que j'ai pu lire, c'est mon poste à tel endroit, mon voyage de recherche à tel endroit. Enfin voilà, c'est... Voilà. Et l'autre chose que je voulais... Enfin, l'autre élément de réponse que j'aurais pu apporter, c'est en fait tout le... des aspects dans la médiation des mathématiques qui vont chercher à montrer, alors c'est pas tant une question de temporalité, mais quelque chose de la science ou les mathématiques en train de se faire, la vie quotidienne des mathématiciens qui boivent du café, qui qui se développe, qui est une espèce de proposition de médiation, par exemple par le biais de livres de photographie, où on voit les mathématiciens dans des temps qui ne sont pas des temps de mise en valeur de soi, donc des temps de commensalité par exemple. Et ça, c'est très récent. Merci beaucoup. Et pour finir, moi, je n'ai pas d'élément de comparaison d'une évolution dans le temps de la vie des jeunes filles, des modèles, mais peut-être pour clore et pour faire la boucle avec la thématique temporalité de l'intervention qu'on a écoutée, le sujet du temps, dans la recherche que j'ai faite sur les jeunes filles et les mathématiques, pour moi, il est apparu d'une façon très claire, et c'était que du côté des professionnels de mathématiques, le temps... Prendre le temps, avoir le temps et avoir un temps long était présenté comme une évidence. Et le fait de pouvoir notamment perdre du temps dans la recherche en mathématiques était présenté comme quelque chose de désirable et de beau et d'agréable. Alors que du côté des jeunes filles, des adolescentes et en particulier du côté des jeunes filles issues des classes populaires, en fait on n'avait pas le temps. Et on n'avait pas le temps, notamment parce que dans les classes populaires et les classes laborieuses, le temps c'est de l'argent, et quand on manque d'argent, on manque de temps. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est comment ces conditions de vie extrêmement concrètes et matérielles, le manque d'argent, le manque de temps, étaient intériorisées par les adolescentes comme des failles individuelles, notamment le manque de patience. Et donc les ados disaient, quand elles venaient des classes populaires, je pourrais jamais devenir chercheuse en mathématiques, j'ai pas la patience. Et puis on cherche des trucs pendant des années et on trouve rien, je peux pas perdre de temps. Et là, les adultes en face disaient, mais sois plus patiente. Et pour moi, ce rapport au temps n'était pas compris comme la conséquence de leur positionnement social et de l'objectivité de leurs ressources. Et je trouvais que c'était un des malentendus principaux, ce sujet du temps, entre chercheurs, chercheuses et adolescentes des classes populaires. Merci beaucoup. Je crois qu'on est à peu près dans le timing. Merci beaucoup à tous les